Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, c'est un honneur et un plaisir d'être dans la shortlist pour cette année d'intervenants. Vraiment désolé que les choses se passent en distanciel. C'est pas ce qu'on avait convenu initialement, mais un certain nombre de contingences nous ont obligés, enfin m'ont obligé en tout cas personnellement à devoir rester sur Lyon. Voilà, bon, les problématiques de train, mais pas que, aussi la question malheureusement du manque criant de professionnels qu'on a actuellement dans le champ psychiatrique, qui fait qu'on est moins en capacité de s'éloigner trop de nos services actuellement, au risque de laisser les équipes très seules. Donc concrètement, là, je suis le seul médecin sur toute notre filière suicidologique aujourd'hui, qui comprend pas mal de choses, comme vous le voyez déjà sur cette première diapo. Désolé des nombreux logos, mais alors c'est pas tellement pour des questions narcissique que je mets tous ces logos, c'est surtout pour souligner le caractère collaboratif de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors bien sûr que ce sont mes affiliations personnelles, mais au-delà d'être mes affiliations, ce sont surtout un ensemble de projets ou de dispositifs qui comprennent énormément de personnes qui font énormément de choses en faveur de la prévention du suicide et notamment de la postvention dont on va parler aujourd'hui. J'essaierai de tous et toutes les citer progressivement. J'y arriverai sans doute pas parce que ça fait beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs de grande qualité et j'en mesure chaque jour ouais, cette chance que j'ai. Donc c'est une excellente chose. Donc, je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. Alors, effectivement, je suis peut-être un petit peu à côté du sujet global de l'année sur le sujet âgé parce qu'on va parler plutôt de postvention. Alors, je vais essayer d'aborder la question du sujet âgé, bien sûr, dans ce cadre-là, mais je ne vais pas vous le cacher, c'est un domaine sur lequel aujourd'hui, on sait bien peu, notamment la question du deuil après suicide chez la personne âgée, qui est pourtant une réalité indéniable, puisque l'âge moyen de la plupart des personnes décédées par suicide est de 40-45 ans, on le sait. Ça veut dire que probablement, le plus souvent, c'est des gens qui ont des parents. Enfin, on a tous des parents, mais en tout cas, je veux dire, encore en vie, qui ont 70, 80, donc qui sont quand même dans cette problématique-là. Et c'est une population qu'on ne voit pas forcément beaucoup, malheureusement, sur le plan clinique. C'est une population qui ne vient pas beaucoup aux soins dans le cadre du deuil. Alors pour plein de raisons, à mon avis, qui seraient à mieux comprendre. Mais du coup, voilà, je lisais une étude là ce week-end, qui était une des premières études qualitatives sur le sujet et qui montrait bien à quel point il n'y avait pas grand-chose et qu'on savait bien peu de choses là-dessus, alors que finalement, la question du deuil, elle est centrale chez le sujet âgé de manière générale et le deuil par suicide encore plus. Alors, je vais parler du coup de postvention, donc tout ce qui se passe après un suicide. Il se passe énormément de choses. Même là, je n'aurai pas le temps de tout aborder. L'idée qu'on a eue, c'était de se concentrer donc sur la question des soignants et des familles, ce qui est déjà deux morceaux importants, mais il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer, que je dirais comme ça rapidement, mais sur lesquelles je n'irai pas, mais qu'on peut évoquer dans le cadre des questions-réponses sans aucun souci. C'est d'autres champs de la postvention sur lesquels on est aussi mobilisé à Lyon et avec d'autres au niveau national. Alors, quand je parle de postvention, voilà, j'aime bien commencer par cette diapositive qui est parfois un peu absconse comme ça quand on la découvre, mais donc c'est le hashtag Not6. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, le hashtag Not6. C'est l'association américaine de suicidologie qui l'a créé il y a quelques années dans les suites de travaux sur l'impact du suicide de manière générale dans la société. Alors, je vais vous expliciter ce que ça veut dire. D'où ça vient? Ça vient de ce grand monsieur de la suicidologie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Edwin Schneidman, qui est décédé maintenant il y a quelques années, à l'âge canonique de 101 ans, je crois, et qui a été l'un des artisans dans les années 60, à la fin des années 60, des débuts de la suicidologie et notamment des débuts de la postvention. Il a créé avec d'autres, il était psychologue, Edwin Schneidman, il a créé avec d'autres le premier centre de prévention du suicide à Los Angeles en 1968. Et rapidement, en faisant de la prévention du suicide, il s'est rendu compte, avec ses collègues, ils se sont rendus compte que quand on fait de la prévention du suicide, on fait aussi ce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore comme ça, mais qu'il va appeler comme ça, Schneidman, de la postvention, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des suicides et il faut faire des choses derrière. C'est-à-dire qu'au moment où on pense qu'il n'y a plus rien à faire, en réalité, il y a énormément à faire. Et donc, Schneidman s'est rendu compte qu'en moyenne, lorsqu'il accompagnait, il recevait des familles endeuillées par un suicide, il y avait en moyenne 6 personnes. Soit 6 personnes qui venaient, soit 6 personnes qui étaient concernées de manière très proximale, je dirais, par le décès de leurs proches.
Et donc, ce chiffre est resté comme ça. Hein. Donc, dans le hashtag Not6, en fait, on fait référence à ce 6 de Schneidman. Et donc, ça a été au début des années 70 qu'il a décrit ce phénomène-là du deuil et du nombre de personnes impliquées. Et pendant très longtemps, on a comme ça répété, hein, si vous lisez des articles des années 80-90 sur le deuil après suicide ou sur la postvention, vous verrez que le chiffre de 6 ressort beaucoup. Voilà, c'est 6 personnes qui sont endeuillées, 6 personnes qui sont endeuillées, etc., etc. Et puis, dans les années 2010, d'autres ont pris la suite des travaux de Schneidman et se sont rendus compte qu'il y avait la question du deuil, mais qu'il y avait de manière plus générale la question de la postvention au sens large, c'est-à-dire l'impact d'un suicide sur la société, de manière générale, donc les familles, mais aussi les soignants, les institutions, les communautés, etc., etc. Et se sont dit, mais finalement, ce chiffre de 6, il nous paraît peut-être un peu bas, un peu en dehors de la réalité. Il faut qu'on retravaille un peu là-dessus. Donc, il y a eu des grandes études épidémiologiques qui ont été faites, il y a eu des synthèses de ces travaux épidémiologiques, notamment par l'équipe de Julie Serrel, qui est une psychologue également, qui a été présidente de l'Association américaine de suicidologie pendant quelques années. C'est elle qui a créé le hashtag Not6. Et donc, ils ont recalculé combien de personnes sont concernées, exposées pour chaque suicide. Et ce n'est pas tout à fait 6, c'est un petit peu plus, vous allez voir. Ce n'est pas 30, ce n'est pas 40, ce n'est pas 60, c'est 135. Pour chaque suicide, en moyenne, il y a 135 personnes qui sont impactées. Ce qui veut dire que plus d'une personne sur 5, 22% de la population sera exposée à un suicide au cours de sa vie. Alors, au sens large, hein. Si on prend au cours de l'année précédente, c'est 4%, donc une personne sur 25, donc c'est très fréquent. Alors, on parle d'exposition, hein, j'y reviendrai, on ne parle pas de deuil au sein de la famille. On verra qu'il y a ce qu'on appelle un continuum d'exposition, qui vient dire qu'on ne parle pas de même réalité pour les uns et pour les autres. 135, c'est une moyenne, ça veut dire que parfois il y a 10 personnes, et puis parfois il y en a 100 000, etc. Parce que tout dépend de l'impact que va avoir le suicide en fonction de la taille de la communauté, du niveau comment dire ça, de célébrité entre guillemets de la personne décédée par suicide. Mais en tout cas, on est vraiment sur un phénomène qui est bien plus large que le seul phénomène intime familial, c'est un phénomène social. Et une réalité, alors je ne sais pas si vous avez eu malheureusement le malheur de participer dans votre existence à des funérailles d'une personne décédée par suicide, mais ce qui frappe le plus souvent lorsqu'on y est ou lorsque ça nous est raconté par les personnes concernées, c'est le nombre très conséquent de personnes présentes dans des funérailles de personnes décédées par suicide. Et souvent, ça donne l'ampleur finalement de cet impact. Les familles, bon, il se trouve que je l'ai vécu personnellement, donc je peux le raconter aussi personnellement, mais on voit rentrer comme ça des personnes dans le lieu des obsèques, peu importe quel qu'il soit, et on a l'impression presque que c'est sans fin, quoi, hein, parce qu'en fait, l'ensemble de la communauté, l'ensemble des personnes vont se sentir concernées par cette mort inattendue, brutale, violente, qui réveille en chacun de nous beaucoup de questions sur la vie, la mort, le lien social, le soutien qu'on se donne les uns aux autres. Enfin voilà, ce n'est pas une mort anodine, un suicide, loin de là. Et du coup, ça va impacter énormément de gens. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut faire attention parce que ce qui peut être, le risque qu'il peut y avoir, ce serait de mettre dans le même niveau de détresse des choses qui n'ont rien à voir. Et notamment, il pourrait y avoir le risque, entre guillemets, de diminuer ou d'invisibiliser le niveau de détresse des familles. Ce n'est pas du tout l'idée hein, de cette vision plus large de l'impact du suicide. C'est bien de dire qu'il y a des différences, entre guillemets, qualitatives dans ce que vont vivre les individus, mais c'est quand même de dire qu'un suicide, ça impacte très fortement. Et l'image qu'on donne souvent, que je n'ai pas mise là, mais qu'on retrouvera peut-être plus tard dans le diaporama, c'est l'image de la goutte d'eau qui tombe dans une étendue d'eau et des ronds concentriques hein, qui progressivement vont s'étendre, avec bien sûr l'idée que ceux qui sont aux extrémités, entre guillemets, de ces ronds dans l'eau vont être moins touchés que ceux qui sont au cœur de l'impact. Et donc, vous voyez qu'on retrouve dans ce continuum d'exposition au suicide un petit peu hein, cette idée de la goutte d'eau, avec un cœur très, très sombre qui est ceux qu'on appelle, entre guillemets, les endeuillés à long terme, c'est-à-dire vraiment la famille. Et là, pour le coup, Schneidman n'avait pas complètement tort. Alors, 6, on s'est rendu compte avec le temps que c'était le chiffre minimum. En moyenne, hein, encore une fois, en moyenne, c'est 6 à 14 personnes qui vont être endeuillées au long terme. Parce que si on prend la famille, les amis très proches, etc., certains collègues parfois, hein, qui peuvent avoir
et qui sont devenus des amis, finalement, on est plutôt entre 6 et 14. Encore une fois, c'est des moyennes. Des fois, ça va être 25, des fois, ça va être 2. Tout dépend des réalités familiales et sociales des uns et des autres. Il y a ensuite ceux qu'on appelle les endeuillés à court terme, c'est-à-dire des personnes qui ont une proximité avec la personne, mais qui fait que dans le temps, cette proximité n'était pas aussi forte qu'un lien amical ou familial. Alors, ça peut être, par exemple, on y reviendra, les collègues. Hein, lorsqu'un collègue décède par suicide, malheureusement, on va être dans une forme de deuil, mais qui, le plus souvent, va rester, entre guillemets, à court terme. On a ensuite des personnes affectées et exposées. Alors ça, je vais y revenir dans la diapositive suivante, c'est important. Les personnes exposées, donc c'est les 135. Et donc, dans les 135, ça peut être énormément de gens. Et en fait, ça commence par les personnes qui découvrent le corps, qui peuvent être, alors souvent c'est les personnes de la famille, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être des coureurs dans le cadre d'une pendaison dans un parc. Ça peut être les premiers secours qui interviennent sur des scènes de suicide. Hein. En moyenne, on dit que un gendarme, un pompier, un policier vont intervenir sur une moyenne de 30 à 35 suicides au cours de leur carrière. Donc c'est énorme. Ça veut dire une exposition traumatique potentiellement répétée et sur laquelle il n'y a pas toujours énormément d'accompagnement. C'est des choses qui se font de plus en plus au sein des premiers secours. Au sein de la police, en tout cas, il commence à y avoir de plus en plus de travaux là-dessus. Du SAMU également. Les pompiers, je connais un peu moins, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui se développent. Donc, ça commence déjà là-dessus. Bon, les membres de la famille, bien sûr, mais c'est aussi voilà, les thérapeutes, les soignants, on y reviendra. Et ça va s'étendre aux membres de la communauté. Quand c'est au sein d'une école, les personnes de l'école, le lieu de travail, les connaissances, les proches, les voisins, membres d'un club ou d'une association. Et, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour des personnes célèbres, les fans de célébrités. Lorsqu'une célébrité se suicide, on sait qu'il y a un impact qui va être très fort en termes de nombre, en termes de niveau potentiel de détresse pour les fans, et un point qui est important dans le champ de la prévention en termes de contagion suicidaire. Ce n'est pas un point sur lequel j'irai beaucoup aujourd'hui parce que je ne suis pas le spécialiste de cette question-là, même si bien sûr j'y travaille, c'est l'équipe du CHUI de Lille, hein, l'équipe Papageno, qui est très spécialisée dans cette question de la contagion suicidaire, mais on pourra faire un petit détour par ces questions qui sont forcément importantes. Alors finalement, entre les personnes exposées et affectées, globalement, c'est les mêmes. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas remis membre d'un club ou d'une association, mais enfin, en réalité, on aurait pu les mettre de la même manière, c'est parce qu'ils rentrent dans la communauté. Finalement, ceux qui vont être affectés, c'est ceux qui, pour un certain nombre de raisons qui leur sont propres, vont, au-delà de simplement être exposés, c'est-à-dire être dans le statut de personne connaissant quelqu'un qui s'est suicidé, vont vivre un niveau d'affection, alors qui peut être plus ou moins important, qui peut être émotionnel, qui peut être traumatique, enfin qui peut aller sur un certain nombre d'éléments différents, et ça va dépendre à la fois du niveau de proximité réel ou perçu avec la personne, avec parfois un niveau de relation perçue qui peut se majorer au moment du décès. Hein. Finalement, on se dit, mais en fait, j'étais peut-être plus proche de lui que ce que je pensais, ou j'aurais aimé l'être davantage que ce que ça a été. Il peut y avoir ce point-là. Et puis aussi du rapport personnel qu'on peut avoir à la question du deuil, du suicide, etc., etc. Ça va dépendre de plein d'enjeux. Si on prend la question, par exemple, d'un soignant, il est évident que, par exemple, le décès par suicide d'un patient va peut-être toucher plus ou moins la personne en fonction de ses antécédents personnels, de ses rapports à la question du suicide. Il est pas rare, j'aimerais quand on fait des postventions collectives, que des gens nous disent moi, la question du suicide me parle personnellement, et du coup, c'est d'autant plus difficile pour moi. Et puis donc, comment je vais dire ça, le rond se resserre autour des endeuillés à court terme et des endeuillés à long terme. C'est un petit peu ce que je dis tout à l'heure. Alors, là, j'ai laissé les thérapeutes, les soignants dans les endeuillés à court terme. C'est un point qui fait débat. Je me pose toujours la question avant de laisser ou pas cette ligne-là dans les endeuillés à court terme, parce que certains collègues, et je les comprends tout à fait, disent attention, en faisant ça, on risque de confondre le deuil des familles et ce qui pourrait ressembler à un deuil chez les professionnels de santé. Il ne faut peut-être pas confondre des choses qui sont différentes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de deuil? On est peut-être plutôt sur des réactions affectives, traumatiques, etc. Et ce n'est peut-être pas du deuil. Hypothèse avec laquelle je ne suis pas forcément opposé, mais mon expérience d'accompagnement de soignants qui ont été confrontés à un suicide me permet d'utiliser le terme de deuil parce que c'est un terme qu'ils utilisent en disant mais en fait on est en deuil. Alors peut-être qu'il faut nuancer ce terme, peut-être qu'il faut trouver un autre terme que deuil pour évoquer ça. C'est aussi
la pauvreté, je dirais, sémantique française autour de la notion de deuil. On n'est pas bien équipé pour parler du deuil en français, contrairement à d'autres langues, notamment l'anglais, où il y a au moins 3 termes pour parler du deuil, j'y reviendrai. Mais voilà, en tout cas, là, je l'ai laissé en disant quand même, il me semble qu'il peut y avoir des réactions de deuil. Alors, à court terme, pas à long terme, c'est évident, il ne faut pas confondre ça, mais c'est une possibilité. Et puis, donc, les endeuillés à long terme, ceux sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, encore une fois, hashtag Note6, vous voyez que ça fait beaucoup de monde et on approche plutôt des 135 en moyenne que des 6. Alors, ça, c'est un premier point de mise en perspective. Il y a un deuxième point que j'aime bien évoquer au début de mes interventions sur les notions de postvention et de deuil après suicide. C'est le fait que, alors c'est pas moi qui le dis, c'est un ensemble d'anthropologues et de sociologues qui travaillent sur le deuil, ils le disent, on est passé finalement d'une société endeuillée, alors j'ai mis volontairement des images de la guerre et de l'après-guerre, dans les années 40, 50, 60, finalement, on était dans une société qui était endeuillée. Je pense que tout le monde était endeuillé, les monuments aux morts, les cimetières parlaient à tout le monde. Et donc, du coup, il y avait un partage social, rituel, quelles que soient les formes que ça puisse prendre, mais un partage de la question du deuil. Au fond, tout le monde était endeuillé, chacun était en capacité de comprendre le deuil de l'autre et de comprendre la place du deuil, en tout cas dans la société. Elle avait une place centrale. C'était une réalité qui n'était pas une réalité forcément enviable. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'était mieux avant. Je ne crois pas que la guerre soit une période enviable, mais il n'empêche qu'en termes de réalité immédiate pour les membres des sociétés qui ont vécu cette réalité-là, c'est une réalité de confrontation au deuil très importante et donc de capacité à porter collectivement le deuil plus importante. Bon, c'est aussi une réalité d'une période où on mourait beaucoup, de la guerre, le niveau de mort infantile était plus élevé, enfin voilà, de mort en couche, enfin bon, c'est aussi une réalité très traumatique. Fort heureusement, quelque part, on meurt moins aujourd'hui, c'est plutôt mieux de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, on est passé à une société d'endeuillés. C'est-à-dire qu'on est passé dans un moment où le deuil est devenu quelque chose d'intime, de privé, qui se partage assez difficilement, où la diminution des rituels sociaux, quels qu'ils soient, notamment religieux, mais pas que, a amené finalement à ramener complètement dans la sphère intime et privée la question du deuil, au point qu'on soit devenu en grande difficulté pour partager nos deuils et notre deuil, au point qu'on soit devenu très en difficulté, voire en incapacité de savoir accompagner les personnes endeuillées dans nos sociétés et donner une place importante à la question du deuil et du deuil traumatique notamment. Et ça, c'est une réalité que les personnes endeuillées évoquent spontanément. C'est-à-dire, mais finalement, les gens autour de moi ne savent pas quoi faire de moi. Ils ne savent pas comment m'accompagner, ne savent pas quoi me dire. Cette idée qu'il peut y avoir parfois que du moment où quelqu'un est décédé, il faudrait presque plus prononcer son nom ou parler de lui. Les personnes endeuillées me font part parfois de l'énergie qu'elles voient déployée par les autres pour ne pas évoquer leurs proches décédés. C'était une maman l'autre jour qui a perdu son fils par suicide à l'âge de 13 ans, donc vous imaginez un petit peu le niveau de trauma. Il disait, mais quand je vais chez mes beaux-parents, vous n'imaginez pas, je les vois faire l'énergie qu'ils déploient pour ne pas dire son prénom, pour ne pas parler de lui, alors qu'il y a encore 3 mois, il était là. Et elle dit, ça serait tellement plus simple qu'on arrive tous ensemble à en parler et à partager ça. Et cette même maman me disait, pour aller à une échelle plus sociale, me disait, vous savez, la réalité, c'est que du coup, là, comme il est décédé fin 2022, on est passé fin 2023, la seule trace que la société a pu faire du décès de mon fils, c'est de l'enlever de ma carte vitale. Alors, il est encore sur les impôts, puisque c'est l'année dernière, mais en 2024, il va disparaître de mes impôts, et voilà. Et voilà, on ne sait pas faire socialement de marquer le deuil, un deuil aussi traumatique que le décès d'un enfant de 13 ans par suicide. Donc, c'est une vraie question. Et puis, ça pose une autre question, le fait d'être dans une société qui ne sait plus tellement donner place au deuil, c'est qu'on ne sait plus bien quoi faire de nos morts. On ne sait plus bien où les mettre, culturellement, socialement. On ne sait pas bien quelle place leur donner. Voilà, on sait, alors, il ne s'agit peut-être pas de faire des monuments aux morts, il y a sans doute d'autres formes. Mais en tout cas, ça devient assez compliqué. Alors en fait, il se passe quelque chose autour de tout ça. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, il y a un endroit où tout ça est en train de se faire, où sont en train de se créer des nouveaux rituels de deuil, où sont en train de se créer de nouvelles manières de faire du deuil. C'est le digital, c'est le numérique. C'est pour ça qu'on a créé Espoir. C'est parce qu'en réalité, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il se passe énormément de choses. J'en parlerai tout à l'heure quand je reviendrai sur la plateforme Espoir.
Et tout ce qui se passe dans ce cadre-là est en train, en fait, d'amener sans doute, mais à travers les réseaux numériques, et la question, c'est comment est-ce qu'on le met dans la vraie vie, dans le présentiel, comme on dit maintenant, une société des personnes endeuillées. C'est ça dont on a besoin, c'est-à-dire une société qui est en capacité de se soutenir, d'accompagner les personnes endeuillées, alors bien sûr notamment les personnes endeuillées par suicide, hein, on y reviendra, c'est un deuil particulièrement difficile. Mais voilà, alors j'ai mis des photos de marche blanche, des photos d'accompagnement, de groupe, mais c'est comment on arrive à revenir à l'idée que finalement, le deuil, c'est une expérience commune, c'est l'expérience la plus commune qu'on puisse faire dans la vie. Le deuil traumatique, moins, beaucoup moins qu'avant, mais le deuil est une expérience commune. Et le paradoxe, c'est que c'est l'expérience qu'on a le plus de mal à partager alors qu'on la vivra tous. Et donc, il est relativement urgent qu'on arrive ensemble, collectivement, à reprendre pied là-dessus, parce que sinon, on va aller au-devant de grandes difficultés. Et le deuil est structurant d'une société. Il l'a toujours été historiquement. C'est peut-être même le deuil qui a créé même la socialisation humaine. Et donc, il est absolument nécessaire qu'on retrouve notre capacité à faire société autour du deuil sans l'évacuer et sans évacuer les personnes décédés et leurs proches, parce que c'est malheureusement un peu ce qui se passe. Je vois qu'il y a peut-être une question dans le chat, je ne sais pas si on la prend ou si je continue. Alors, pour les sources, oui, alors pour les sources sur ces questions-là, alors pas forcément, enfin, c'est surtout des sources en anglais. J'avoue que personnellement, je travaille pas mal sur les sources anglaises parce que finalement, on n'a pas beaucoup de travaux francophones sur ces questions-là. Il y en a, hein, mais bon, j'essaierai à la fin, ou en tout cas dans les suites de mon intervention, peut-être de donner une liste de références qui pourront vous être communiquées. Alors, pour revenir sur la question du suicide, pour parler de tout ce qui se passe après un suicide, il y a un terme. C'est l'avantage, c'est que pour le coup, dans l'après-suicide, il y a déjà des choses qui sont un petit peu structurées. Et l'enjeu, c'est de dire autour de ce terme et de cette idée, on peut structurer aussi pas mal de choses. Donc, on retrouve Schneidman en 69, rapidement, vous voyez, il crée en 68, un an après, il se rend compte qu'il faut appeler ça, il faut distinguer dans la prévention du suicide cet aspect très précis qui est la postvention, et donc a été redéfini récemment comme l'ensemble des activités mises en place par et pour les personnes impactées par un suicide dans le but de faciliter le rétablissement et de prévenir les effets négatifs, dont les conduites suicidaires. Donc, c'est plus large que la seule prise en charge des personnes endeuillées, avec un E endeuillé, pardon. C'est la prise en charge de la contagion, la prise en charge selon le continuum d'exposition. Mais c'est vraiment cette idée de post-vention, tout ce qui se passe après un suicide, et post-vention, où on entend le terme prévention, puisqu'il y a cette idée centrale que la post-vention est de la prévention. Elle vise notamment à prévenir tous ces impacts négatifs qui peuvent être très importants et à intervenir, à accompagner et à soutenir dans les suites d'un suicide l'ensemble des personnes impliquées. Et donc, il y a différents outils de la postvention. Alors, cette diapositive n'est pas forcément exhaustive, mais ça permet de donner un certain nombre de points. Le premier, c'est l'intervention sur site où est survenu un suicide. Donc, intervention sur site, ça peut vouloir dire au sein d'une école, au sein d'une entreprise, et puis aussi au sein des lieux où on retrouve principalement des suicides, qui sont l'hôpital et les cliniques privées, qui sont la prison, les milieux pénitentiaires, et qui sont les EHPAD. C'est vraiment le trio de tête, malheureusement, des lieux de suicide. Alors pourquoi? Parce que c'est les lieux où on condense le plus de personnes. Aussi parce que c'est des lieux potentiellement, en partie, de privation de liberté. Alors pas que, c'est pas que ça l'EHPAD, c'est pas que ça l'hôpital psychiatrique, la prison beaucoup quand même, mais c'est aussi des lieux où effectivement, voilà, on va condenser dans un même lieu des personnes très à risque avec énormément de facteurs de décès. Donc je reviendrai sur cet aspect d'intervention sur site, puisque c'est là qu'on va évoquer la question de l'impact notamment sur les soignants. Le deuxième point, c'est l'accompagnement des personnes endeuillées par suicide. Et tout va ensemble, c'est-à-dire qu'une intervention sur site va parfois permettre justement d'identifier qui sont les personnes endeuillées par suicide, parce que les soignants vont nous parler de la famille, pareil en milieu pénitentiaire, etc. Donc on ira sur cette question et notamment sur le rôle de la plateforme Espoir. Troisième point, c'est la prévention de la contagion suicidaire dans la communauté. Donc comme je l'ai dit, je ne l'aborderai pas directement,
mais c'est important d'avoir en tête que c'est quand même un point central qu'on pourra évoquer malgré tout. Et surtout, la postvention, c'est toujours l'articulation entre l'abord collectif et individuel. Puisque s'il y a 135 personnes exposées et potentiellement impactées, on ne va pas rencontrer les 135, c'est ni faisable ni souhaitable, mais en rencontrant une, en rencontrant 5 ou 10, on va pouvoir essayer de se dire quel est finalement, entre guillemets, qui sont les 135. Voilà, de se faire une espèce de carte mentale, de représentation mentale de qui sont les 135 et de qui a besoin de quoi et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, j'aurai deux grandes parties dans mon intervention. La partie, entre guillemets, intervention sur site, donc ce que je vais appeler postvention collective, et puis la partie sur les endeuillés, ce que je vais appeler postvention individuelle. Vous voyez que ce sont des termes qui sont relativement qui permettent de cibler les choses, mais qui en réalité ont comme limite que dans la postvention collective, on fait de l'individuel, et dans la postvention individuelle, on fait du collectif. C'est simplement pour marquer la différence entre ce qui va être vraiment du ressort de la question des endeuillés et ce qui va être de manière plus large d'une communauté ou d'une institution, d'une organisation qui va être impactée par un suicide. Alors, il faut savoir qu'en France, entre un suicide sur entre 10 et 15%, un peu plus d'un suicide sur 10, a lieu en institution. C'est assez important, c'est assez énorme, il faut dire ce qui est, en tout cas par rapport aux données internationales. Alors peut-être qu'il y a des différences de mesures, mais je crois que ce n'est pas que ça. Je crois qu'on a un problème en France avec le suicide en institution. Je pense que ça explique en partie, pas uniquement, mais en partie, le haut niveau de suicide qu'on a. Alors, ça pose deux questions. Est-ce qu'on institutionnalise trop? Peut-être. Et deuxième question, est-ce qu'on institutionnalise, pardon, c'est pas facile à dire, mal? C'est-à-dire, entre guillemets, est-ce que dans nos institutions, on est en difficulté pour prévenir le suicide? Je me garderais bien de donner mon avis sur la question parce qu'il serait pas forcément pertinent. Je pense qu'au-delà d'un avis comme ça qui serait donné, je pense qu'il faut, il faut qu'on aille aux sources de ces questions pour mieux les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a un taux de suicide dans nos prisons qui est plus élevé que dans les autres prisons d'Europe? Je n'ai pas les chiffres pour les EHPAD, mais je pense que c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a un taux de suicide dans nos hôpitaux psychiatriques qui est plus élevé que dans les autres hôpitaux de nos pays voisins? Il faut aussi qu'on se pose la question. On a vraiment un enjeu de prévention qui est très fort. Mais dans cet enjeu de prévention, il y a un enjeu de postvention. Et même si, bien sûr, alors certains me disent, oui, mais du coup, l'idée, c'est d'arriver après, pendant qu'on fait de la postvention, on ne fait pas de la prévention, c'est dire si. De toute façon, il faut bien prendre le problème par un bout. Le mieux, c'est de le prendre par les deux bouts. Et donc, de le prendre par le bout prévention et par le bout postvention. Il y a des suicides. J'ai encore été contacté ces jours-là pour un suicide qui a eu lieu dans une institution de soins psychiatriques. Il faut y aller. De toute façon, il faut faire quelque chose. Il faut accompagner les équipes, puisque si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on ne se donne pas la chance d'améliorer les pratiques et de prévenir un certain nombre de difficultés. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais en tout cas, il y a deux points importants dans la postvention. Il y a l'anticipation, c'est-à-dire qu'on travaille pour aider les lieux, les institutions de soins ou les institutions au sens large où il y a beaucoup de suicides à planifier la question de la postvention, donc d'avoir une équipe de coordination, de former les professionnels, de connaître les ressources internes et externes, de planifier les actions, les rôles de chacun, puisque la particularité d'un suicide, c'est que ça arrive rarement le matin où vous vous dites « Tiens, ça serait bien s'il y avait un suicide ce matin dans l'institution ». Ça arrive toujours dans des moments de crise, de manque de personnel, où c'est déjà compliqué, etc. etc. Et donc, ça vient se rajouter à parfois des moments de désorganisation, ou en tout cas, s'il n'y en a pas, ça va créer de fait une désorganisation. La survenue d'un suicide, c'est toujours de la désorganisation. C'est l'effet naturel du suicide sur une institution. Et donc, à partir de là, il faut déployer dans un temps qui va de l'immédiat au long terme un ensemble d'actions, de mesures pour faire face à cet événement. Dans les mesures d'urgence, donc il va falloir, l'idée c'est de convoquer, constituer l'équipe de coordination, il faut savoir qui fait quoi, parce que si tout le monde se met à faire n'importe quoi, si les gens ne respectent pas ce qui doit être leur mission habituelle, on va de droit dans le mur. C'est-à-dire que si le directeur se met à faire l'aide-soignant, si l'aide-soignant se met à faire la cellule communication, si le médecin se met à faire je ne sais quoi, on est sûr que les choses vont mal se passer. Donc il faut très rapidement analyser la situation, définir un plan d'action et recenser les ressources et mettre en place ces ressources. Donc ça va de l'annonce du décès. Quand il y a un décès dans une institution, il faut prévenir la famille.
l'ensemble des professionnels, ou en tout cas ceux qui semblent pertinents de prévenir, les autres usagers potentiellement ou membres de cette institution, ça fait vite du monde, et déjà là, on peut vite perdre la main sur les aspects communicationnels. C'est-à-dire que parfois, c'est pas parce que c'est au sein d'une institution que les journaux s'en emparent pas, parce que parfois, au sein d'une institution, ça peut vouloir dire sur la voie publique, hein, quand vous avez une défenestration, par exemple, en EHPAD, ça finit sur la voie publique, et il n'est pas rare que les journaux soient là, donc très vite, ça va être dans les journaux, donc très vite, une institution va se retrouver dans un enjeu de communication très fort, interne et externe, et il peut y avoir des erreurs, de fait, dans ce cadre-là, c'est pas rare, et ces erreurs peuvent avoir un impact en termes de complications pour la suite. Donc, on va de l'annonce du décès jusqu'au retour à un fonctionnement habituel. Et dans cet intervalle de temps, il y a pas mal de choses à faire pour aider et accompagner l'institution. Et puis, il y a la nécessité d'un bilan à la fin pour reprendre ce qui s'est passé. Et donc, l'enjeu, c'est de repérer aussi au niveau individuel, hein, vous voyez toujours l'abord collectif et individuel, repérer les personnes exposées, les personnes de proximité, les personnes vulnérables. Donc, les personnes exposées, qui sont toutes les personnes qui sont concernées par ce suicide au sein de l'institution, et parfois on a tendance à oublier un certain nombre de gens, les administratifs, les gens qui étaient de garde, les gens qui sont intervenus ponctuellement sur l'événement. Repérer les personnes de proximité, c'est-à-dire les personnes justement qui ne sont pas forcément au sein de l'institution, ça peut être aussi la famille, les autres usagers, etc., mais la proximité au geste suicidaire, qui a vu le corps, et parfois ça peut être aussi d'autres membres de l'institution, donc soit des soignants ou des professionnels, mais aussi d'autres usagers ou patients. Et puis, repérer les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont une vulnérabilité antérieure à cet événement, qui font qu'elles vont avoir plus de mal à le vivre. Donc, ça veut dire, d'ores et déjà, quand il y a un suicide dans une institution psychiatrique, les autres patients, c'est évident, mais aussi au sein des professionnels, des personnes qui peuvent être plus ou moins en difficulté antérieure à l'exposition à cet événement traumatique. Alors, la question que ça pose, c'est quel impact sur les professionnels de santé. Donc là, je vous ai mis des exemples d'études qu'on a faites au sein du service. Il y en a d'autres sur cette question, où on s'est posé la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'histoire, ça a démarré comment? Ça a commencé avec Noémie Ravella, donc vous voyez le nom là sur le premier article, qui était à l'époque interne en psychiatrie et qui m'a dit, mais un jour à midi, là j'ai discuté avec mes collègues, il y en a un qui a eu un suicide, et puis en fait on s'est mis à en parler, et on s'est rendu compte qu'on était quelques-uns à avoir vécu ça, et qu'on n'avait pas été soutenus, que personne ne nous en avait parlé, etc. Ça serait bien qu'on fasse un premier travail là-dessus. J'ai dit, écoute, super. Elle m'a dit, est-ce que tu voudrais bien encadrer ma thèse? J'ai dit, oui, on fait ça, thèse d'exercice sur cette question, et puis ça a lancé tout un programme de recherche, plusieurs programmes de recherche même sur ces questions-là. Et le premier point, donc on a fait une première étude auprès des internes français, une étude nationale, et le premier point qui est ressorti et qui nous a beaucoup surpris, c'est la prévalence de l'exposition, au suicide d'un patient au cours de l'internat. Comme ça, spontanément, on s'attendait à peut-être 10-20%, maximum 30%, voilà, comme ça, sur nos expériences empiriques, dans ma promo, moi dans ma promo, etc. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'est la moitié des internes en psychiatrie, 45 à 50%, qui vont être exposés au suicide d'un patient au cours de leur internat. Et surtout que cette exposition, elle va être très précoce. C'est-à-dire qu'elle va se faire dans les 2 premières années et même beaucoup pendant la première année. Ça veut dire que l'entrée dans le métier de psychiatre se fait par une exposition traumatique à un événement très compliqué. Et on a parlé tout à l'heure du continuum d'exposition. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un concept qui est apparu il y a une vingtaine d'années maintenant dans le champ de la qualité en santé et de l'organisation des systèmes de santé, c'est la notion de seconde victime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la notion de seconde victime. La notion de seconde victime, c'est cette idée, alors ce qu'on appelait avant des erreurs médicales, le terme a été entre guillemets banni, on parle maintenant d'événements indésirables graves pour enlever cette idée absolument de l'erreur, parce qu'il n'y a pas que des erreurs, il y a parfois simplement des événements indésirables graves. Et la notion de seconde victime, elle est là pour dire que tout professionnel qui est impliqué dans un événement indésirable grave est potentiellement une seconde victime, c'est-à-dire il ou elle peut vivre un impact émotionnel, traumatique ou professionnel. Alors, ce terme de seconde victime, il est important. Il y a 2 termes, il y a seconde et victime. Seconde parce que les premières victimes, ce sont le patient et son entourage. Il ne s'agit pas là non plus de mettre une sorte de hiérarchie à l'envers. Celui qui subit le phénomène, c'est d'abord la première victime, donc ça vient comme seconde victime. Et cette notion de victime, c'est aussi dire justement, voilà, c'est pas que une question de faute et d'erreur médicale ou soignante, c'est aussi que parfois on est victime
parce que c'est une question d'organisation du système, c'est une question complexe et qu'il est rare que ce soit l'erreur d'une seule personne qui explique un événement indésirable grave. Ça peut arriver parfois, mais c'est très honnêtement pas le plus fréquent. Donc, dans ce champ-là des secondes victimes, on s'est intéressé précisément à l'impact du suicide. Alors là, je vais vous mettre les résultats plutôt de l'enquête qu'on a fait auprès des psychiatres. C'était une enquête de l'encéphale qu'on a lancée en 2020. Donc, on a eu 764 psychiatres français qui ont participé, un âge moyen de 45 ans, 58% de femmes, ensemble des régions représentées. Donc, pour dire qu'on était relativement représentatif des psychiatres aujourd'hui en France. Et on a vu, alors là, chez les internes, on était à 50%. Chez les psychiatres, on est à près de 90%, 87% des psychiatres confrontés au suicide d'un ou d'une patiente, dont 2/3 à plusieurs suicides. Donc finalement, en fait, être psychiatre, c'est être confronté au suicide d'un patient. Il y a une phrase d'un psychiatre américain qui dit il y a 2 types de psychiatres, ceux qui ont été confrontés au suicide d'un patient et ceux qui le seront bientôt. Voilà. Donc c'est une réalité qui vient dire que la post-vention, collective ou là en partie individuelle, mais en tout cas collective, c'est une réalité de tout psychiatre et que c'est important de s'y intéresser. Et on retrouvait ce qu'on a dit, c'est-à-dire que 90% des psychiatres étaient confrontés en début de carrière, la moitié voyait pendant l'internat et quasiment l'autre moitié pendant les 10 premières années. Donc en réalité, de toute façon, on va y être confronté assez vite. Et le suicide le plus impactant, quand on demandait aux participants, mais quel a été le suicide le plus impactant, la grande majorité, c'était, vous voyez, les 2/3, c'était internat ou 10 premières années. En réalité, c'est le premier suicide souvent auquel on est confronté, qui est le plus impactant. Mais on voit quand même que ce n'est pas forcément celui de l'internat, finalement, celui de premières années. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de responsabilité. Et que parfois, en tant qu'interne, il y a une réalité que les internes n'ont pas le même niveau de responsabilité vis-à-vis des patients. C'est une question légale qui fait que le sentiment de responsabilité ressenti n'est aussi pas tout à fait le même que lorsqu'on est entre guillemets, jeune praticien, où pour le coup, voilà, là, on est pleinement responsable, on découvre cette notion de responsabilité. Donc, quand il y a un suicide, on la vit assez fortement. Alors, lorsqu'on parle de l'impact du suicide sur les soignants, il y a 3 types d'impacts: traumatique, émotionnel et professionnel. Alors, bon, l'impact traumatique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des échelles qui permettent d'évaluer ça. Donc, l'impact of event scale, qui permet d'évaluer l'impact et qui est un marqueur de risque d'état de stress post-traumatique, de PTSD. Et ce qu'on voyait, c'est que plus d'un psychiatre sur 10, 13,6, avait un IES supérieur à 34, ce qui est en faveur d'un PTSD, d'un état de stress post-traumatique. Alors, ça ne porte pas le diagnostic, ce n'est pas une échelle diagnostique, c'est une échelle, entre guillemets, pronostique, mais ça veut dire quand même plus d'un sur 10 qui a potentiellement un PTSD et 1 sur 4 qui a des marqueurs de risque d'état de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'un suicide impactant, il peut vraiment avoir un impact traumatique au sens clinique du terme, c'est-à-dire au sens d'un besoin derrière d'accompagnement psychothérapeutique, voire médicamenteux. L'enquête a montré que c'était relativement rare que ça aille jusqu'à l'aspect médicamenteux, mais que dans un petit peu moins de 5% des cas, c'était quand même le cas des psychiatres concernés. Alors, en termes de facteurs protecteurs et de facteurs de risque, ce qui était intéressant et sur lequel on reviendra, c'est que le facteur protecteur principal, c'est le sentiment de préparation préalable à l'éventualité d'un suicide, ce qui se marque avec le fait d'être un psychiatre expérimenté. C'est-à-dire qu'au final, avec les années, on voit tellement, entre guillemets, de collègues impactés par un suicide qu'on sait que le risque que ça nous arrive est présent et donc on a un sentiment de préparation plus important. Les facteurs de risque, c'était le dernier contact avec le patient le jour même. C'était la convocation dans le cadre d'une enquête de police. Et alors ça, c'est un résultat qui m'embête un peu. Contact avec la famille après le suicide. Et je vous avoue que depuis qu'on a fait l'étude, c'est un résultat qui me questionne beaucoup parce que moi, je suis favorable à ce que c'est pas une question de favorable, c'est absolument nécessaire qu'il y ait un contact entre les soignants et la famille pour éviter tout un tas de choses négatives. Et dans mon expérience, le retour qui est fait, c'est plutôt que c'est bénéfique pour tout le monde au final. Mais ce chiffre est là, on ne peut pas le nier. À mon avis, il vient dire une chose, c'est que dans le manque de préparation à l'éventualité d'un suicide, il y a le manque de préparation au contact avec la famille. Et que du coup, ce contact est vécu comme potentiellement traumatique parce que justement, les collègues ne s'y sentent pas préparés et qu'il y a un manque d'accompagnement. Ça, c'est un point qui a été ressorti notamment chez les internes. Des internes qui disaient qu'on leur avait demandé de recevoir la famille seule. Incroyable, mais vrai. C'est pas si rare que ça. Vous êtes interne en premier, deuxième, troisième semestre, il y a un suicide et le chef vous dit, ou la chef vous dit, bah, écoute, c'est toi qui connais la famille, vas-y. Vous imaginez un petit peu le niveau de détresse que ça peut entraîner. Donc, je pense qu'il y a aussi cette réalité-là qui ressort dans ce chiffre. Mais en tout cas, pour moi,
il ne vient pas signer qu'il faut dire aux psychiatres et aux soignants de ne pas rencontrer les familles. Je pense que ne pas le faire est bien plus à risque que de le faire au final. Bon, pas d'impact du sexe, du soutien reçu, ça c'était quand même un point assez étonnant, l'impact du soutien reçu, c'est-à-dire que finalement, recevoir du soutien ne suffisait pas à modérer l'impact en termes traumatiques. Et aussi étonnant, il n'y avait pas d'impact plus fort du fait d'avoir vu concrètement la personne décédée, le cadavre. Alors aussi parce que c'était très très rare finalement que les psychiatres l'aient vu, donc peut-être que c'est aussi le nombre qui faisait que, mais comme ça naturellement on pourrait penser que ça serait un facteur. Bon, impact émotionnel dans un second temps, avec 3 émotions très intenses, culpabilité, tristesse et sentiment de choc. Pour le coup, plus élevé chez les psychiatres femmes, et en l'absence de préparation préalable à l'éventualité d'un suicide. Hein. Vous allez voir, ça va revenir à chaque fois. Le manque de préparation augmente le risque d'impact. Donc, on était quand même sur un score moyen émotionnel qui était relativement élevé et qui montrait quand même que c'est une expérience qui n'est pas anodine. Alors, ça rejoint la question que j'ai tout à l'heure, hein, est-ce qu'on peut parler de deuil ou pas? C'est compliqué, hein. Est-ce qu'avoir un impact émotionnel et traumatique et professionnel signe un état de deuil? Je ne sais pas. C'est vraiment une question que je laisse en suspens en fonction du ressenti de chacun. Et puis, un impact professionnel, 90% décrivent un impact sur les pratiques dans les suites de l'exposition. Alors, plutôt un impact positif, hein, ce n'est pas que négatif. La notion de seconde victime ne vient pas dire que quelque chose de victimaire, même si elle terme victime, elle vient dire aussi la possibilité d'améliorer ses pratiques, donc intérêt accru pour la prévention du suicide, meilleure investigation des idées suicidaires. Bon, c'est quand même des points qui sont centraux. Mais aussi des impacts professionnels négatifs, crainte de prendre des décisions de manière générale, davantage hospitalisé. Alors certains me disent oui, mais davantage hospitalisé, c'est pas forcément négatif, etc. Lorsqu'on parle de prévention du suicide, les données ne sont pas forcément en faveur d'un effet très positif de l'hospitalisation. Et peut-être que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le taux de suicide en institution, peut-être qu'on hospitalise trop en France les personnes en crise suicidaire. Alors ça peut peut-être paraître peut-être certains qui sont pas d'accord avec ça et qui vont dire mais attendez, vous dites que finalement il faut laisser les gens sans rien. Non, il faut surtout pas laisser les gens sans rien, mais les travaux tendent à montrer que des suivis ambulatoires sont bien plus efficaces pour prévenir le suicide parce que ils sont plus respectueux des attentes et des besoins des personnes, qu'ils diminuent le sentiment d'enfermement et de prise au piège qu'il peut y avoir, que parfois l'hospitalisation peut avoir un effet de condenser le sentiment que les choses n'iront pas mieux finalement, de se dire mais j'en suis à ce point que je me retrouve hospitalisé. Donc voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas hospitaliser hein, dans des cas de crise suicidaire très sévères, mais il faut qu'on ait une offre ambulatoire et une possibilité ambulatoire qui soit plus importante. J'en ai pour preuve hein, récemment, donc on a un DU à Lyon qui s'appelle pathologie psychiatrique, et il y avait une infirmière qui voulait travailler sur la question du manque de lits et de son impact sur le suicide, avec l'hypothèse que le manque de lits en psychiatrie augmentait le taux de suicide. Et en fait, plus elle a creusé la littérature sur le sujet, et plus elle a regardé, plus elle a trouvé l'inverse. C'est-à-dire que plus les études sortent, et plus elles montrent qu'il y a une corrélation inverse entre le taux de suicide et le nombre de lits en psychiatrie. Alors, je ne suis pas, encore une fois, pour la fermeture des lits en psychiatrie, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, en ce qui concerne la prévention du suicide, ce n'est pas le nombre de lits qui corrèle à, si vous prenez l'Italie, qui a très très peu de lits de psychiatrie, ils ont un taux de suicide très faible. Alors pourtant, ils ont excessivement peu de lits, donc c'est pas que ça, c'est surtout le développement de l'ambulatoire. Bon, peu importe si vous voulez, on pourra revenir sur ces questions. Point important, 1 psychiatre sur 5 a envisagé de changer de carrière suite à l'exposition. Ça, c'est un résultat qui était quand même vraiment particulièrement saisissant. Ça veut dire que c'est pas anodin. Et en fait, on retrouve la question du deuil. Hein. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que c'est commun. On va tous le vivre en tant que psychiatre. Je l'ai vécu. Quasiment tous les collègues l'ont vécu, 90%. Et 1 sur 5 envisage de changer de carrière. Donc, ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui remet en cause l'idéal du métier, la perception de soi dans le métier. Enfin, c'est quelque chose de très, très fort. Et il faut quand même, là aussi, qu'on puisse accompagner autour de ça. Et donc, 2 tiers déclarent que l'impact est toujours présent au moment de l'étude, mais plutôt positif. Dans le temps, finalement, c'est plutôt quelque chose dont on va pouvoir faire quelque chose, ce qui va dans le sens quand même de ce qu'on connaît aujourd'hui, l'exposition traumatique. Hein. C'est-à-dire qu'une exposition traumatique, elle est pas difficile au début, mais si elle est accompagnée et soutenue, elle peut donner lieu à ce qu'on appelle de la résilience, du rétablissement, de la croissance post-traumatique. Il y a plein de termes pour évoquer ça, peu importe. Et donc l'impact professionnel, il est corrélé à un fort sentiment de responsabilité, au fait d'avoir vu le patient le jour même, et encore une fois, au manque de préparation au suicide d'un patient. Donc c'est quand même le leitmotiv qui revient, le manque de préparation, le manque de préparation. Les résultats qui étaient les plus inquiétants, c'était que un peu plus d'un tiers déclarent n'avoir reçu aucun soutien après l'événement. Donc en gros, vous êtes psychiatre, il y a un de vos patients qui se suicide,
rien du tout. Et plus de la moitié, ou la moitié déclare qu'aucune réunion n'a été mise en place. Ça, c'est un résultat qui m'avait complètement sidéré. Rien. On n'en parle pas. Il y a eu un suicide. Voilà. On en parle peut-être comme ça de manière informelle, mais il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de temps dédié au niveau institutionnel. C'est quand même assez effrayant. En tout cas, moi, je me permets d'utiliser ce terme, mais c'est assez effrayant de se dire que voilà, il se passe rien et que finalement, il y a un manque de soutien. Le soutien qui vient principalement des collègues, notamment des autres psychiatres, est plutôt de bonne qualité, mais finalement, il est très informel. Il n'y a pas de soutien formel qui se met en place, et c'est un peu un des enjeux de la postvention, c'est d'avoir du soutien formel, et donc c'est pour ça qu'on a monté l'étude support. Donc l'étude support, c'est une étude qui vise à évaluer un programme de soutien après le suicide d'un usager ou d'un patient dans des institutions fortement confrontées au suicide, donc l'hôpital psychiatrie, le champ médico-social, le milieu pénitentiaire et les EHPAD. Et donc le schéma de l'intervention support, alors c'est en anglais mais j'y reviendrai, c'est il y a 4 moments importants qui sont tirés du modèle de Scott, qui est le modèle d'intervention dans le cadre des secondes victimes, avec 2 premiers niveaux. Le premier, c'est d'avoir un soutien, on va dire, immédiat par les pairs. Donc, en fait, la plupart des psychiatres ont eu quand même le stade 1. C'est-à-dire que 2 tiers ont quand même eu le premier stade, c'est-à-dire le soutien par les pairs. Mais bon, il y en a quand même déjà 1 tiers qui n'a pas ce soutien-là. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on aide à ce que ce soutien se mette en place. Donc, soutien émotionnel de premier recours et détection, dépistage des personnes potentiellement à risque. Pour vous dire, nous, dans notre hôpital, il y a eu un cas il y a quelques années qui avait beaucoup fait en faveur de la postvention collective. C'est un infirmier qui avait dépendu une dame, mais qui était décédée et qui s'est lui-même suicidé quelques jours plus tard. Donc, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu de soutien émotionnel immédiat, il n'y a pas eu de détection et on a eu 2 drames en quelques jours. Le deuxième temps, c'est un temps de débriefing au sein de l'institution mené par des professionnels de notre équipe, du Centre de prévention du suicide, en binôme, alors psychiatre psycho, psycho-infirmier, psychiatre infirmier, bon, peu importe. En tout cas, on y va à 2 minimum pour voir l'équipe pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, ça dépend des besoins, pour débriefer avec eux la situation. Donc ça, c'est entre 2 et 4 semaines. Généralement, on essaye d'intervenir sur la 2e, 3e semaine. Bon, après, il y a une réalité de disponibilité d'agenda de part et d'autre pour faire les choses au mieux et d'organisation. Mais en tout cas, on n'y va pas tout de suite. J'insiste là-dessus parce que l'idée principale dans le cadre de seconde victime, c'est qu'on n'est pas dans le cadre forcément d'intervention TINC-CUMP, etc. Parce que si on arrive comme ça au milieu d'une institution dont on ne connaît pas les ressorts, les difficultés, etc., et qu'on arrive en plein cœur de la désorganisation, on ne va pas forcément être très pertinent. Ce qu'il faut, c'est accompagner cette phase. Par contre, on s'enclenche du moment où on est contacté, donc des fois, c'est très précocement. Des fois, on est contacté 2-3 heures après le suicide, et c'est très bien, parce que ça nous permet de guider pendant la première phase. Et puis donc, phase 3, ça va être le maintien finalement d'une forme de veille auprès de l'équipe, et il y a une phase 4 qui est optionnelle, au cours de laquelle on va réintervenir ou proposer d'autres formes de soutien. Je vais revenir là-dessus. Juste voilà, pour reprendre les 4 étapes, donc soutien émotionnel immédiat. Nous, on se tient à distance, on les aide à déployer une équipe de crise au sein de l'institution pour gérer l'après-coup sur le plan pratique et émotionnel. Et on favorise le soutien par les pairs immédiats, je dirais, et par l'institution. Parce que l'enjeu, c'est aussi que l'institution se mobilise. Parce que le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'une institution, entre guillemets, externalise le soutien en disant « Ah bah le CPS va venir », et qu'ils aient le sentiment que c'est bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Or, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de dire non, il faut d'abord que vous soyez présent, entre guillemets, pour vous-même. Et nous, on vous aide à le faire, mais on n'est pas là pour faire le travail à votre place. Et là, on peut faire de l'accueil individuel des soignants sur le service à tout moment. Ça, c'est un point important. Du moment où on est enclenché, si on nous dit, voilà, il arrive parfois que, par exemple, le soignant ou le professionnel qui a dépendu ou qui a trouvé la personne décédée soit excessivement mal et un état de stress dépassé et un état de stress aigu ou des choses comme ça, ou un niveau de détresse émotionnelle très fort. Là, c'est des cas où on va pouvoir rencontrer, mais à tout moment, je dirais, du déploiement de l'intervention. Donc, deuxième point, là, on intervient sur site, donc intervention de débriefing, en binôme, approche compréhensive, centrée sur l'impact émotionnel et institutionnel du suicide. C'est pas du tout une revue de morbimortalité, c'est pas une analyse des risques, c'est pas un temps de qualité ou de choses comme ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une approche centrée sur le vécu de seconde victime. On est vraiment là-dessus. Donc, on n'est pas là non plus en tant que, on en discutait hier dans le cadre de l'étude. On a une double position. On est à la fois là en tant que père,
PAIR, c'est-à-dire qu'on est quand même, nous aussi, des soignants ou des professionnels qui venons aider d'autres professionnels. On vient avec cette casquette-là, c'est-à-dire aussi avec notre expérience de ces questions, et on vient avec une forme d'expertise, mais vraiment une forme d'expertise de connaissance sur le suicide, sur son impact sur les institutions, mais c'est pas que ça. Voilà, on ne vient pas en tant qu'expert expliquer ah bah là, ce qui s'est passé, c'est ça, il est sans doute décédé parce que, c'est pas du tout l'idée, c'est une expertise sur l'impact qu'il peut y avoir, mais qui va passer aussi par une expérience en tant que père, en tant que père professionnel, on pourrait appeler ça comme ça. Et puis, on insiste beaucoup sur l'intervention auprès des usagers et des patients, parce que parfois, on est assez surpris de voir que cette question n'a pas du tout été prise en compte. Finalement, les soignants vont pas bien, et c'est une réalité, mais on passe complètement à côté de l'impact sur les usagers et les patients. Et c'est un vrai problème parce que, en réalité, en premier lieu, c'est quand même eux qui sont les plus à risque, puisque c'est eux qui cumulent, on l'a dit tout à l'heure, énormément de facteurs de risque, et que là, du coup, cette exposition va venir se rajouter à cette problématique-là. Ah oui, alors bon, j'ai vu la question dans le chat, mais excellente question parce que je voulais l'aborder, donc comme ça me permet d'en parler. Justement, donc la question, c'est autour de si on est en gros soi-même impacté, hein, si on est psychologue en EHPAD, qu'on suivait le résident et qu'on nous dit qu'il faut mettre en place la postvention. Justement, l'idée de mettre en place une équipe de crise, alors, je vais prendre une image qui n'est peut-être pas bonne, mais c'est comme une équipe de foot, c'est-à-dire qu'il faut des remplaçants potentiels. C'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui sont a priori naturellement pensés comme les membres de l'équipe de crise. Donc, ça va être effectivement souvent les psychiatres, les psychologues, les cadres dans une équipe. Mais en réalité, il peut arriver que ces personnes qui doivent, entre guillemets, a priori sur le papier, constituer l'équipe de crise, soient elles-mêmes impactées par ce qui est en train de se passer. Et soient elles-mêmes directement des secondes victimes, au point de pouvoir être soit en difficulté pour mener cette mission, voire en difficulté tout court. C'est arrivé une fois où c'était le médecin et le cadre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui avaient retrouvé la personne pendue et où clairement, ils n'étaient pas en état de constituer une équipe de crise et où il a fallu du coup passer à l'échelon supérieur. Donc, il faut aussi que dans un plan de postvention, il y ait, si jamais les personnes qui sont censées naturellement, et encore, il faut poser la question naturellement, mais en tout cas être ceux ou celles qui devront participer à l'équipe de crise, comment est-ce qu'on fait s'ils sont déjà pas là? Ça peut arriver, on a tous droit à des congés, et ou pas en état de pouvoir intervenir et comment on fait dans ces cas-là. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est une vraie question. Donc, c'est ça aussi. Je ne vous l'ai pas mis là parce que sinon, ça aurait été trop long l'intervention, mais on a un petit guide de comment soutenir un collègue impacté par un suicide. Et le premier point, c'est avant d'aller aider et secourir, etc., c'est de faire le travail de réflexivité sur soi-même. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire ou pas? Et des fois, de se rendre compte qu'on n'est pas en capacité de faire parce que soit l'événement nous impacte beaucoup, soit parce qu'on est impacté par d'autres éléments personnels voilà, qui sont réveillés par cet événement-là ou qui n'ont rien à voir. On est dans un moment personnel un peu difficile et du coup, voilà. Donc l'idée, c'est pas c'est pas le super-héros, la postvention. Il n'y a pas de super-héros de la postvention. C'est de pouvoir se dire qui est en capacité de faire quoi. Et c'est de se le dire aussi, voilà, de ne pas se mettre dans une situation où finalement on est mis de force, où on se met de force dans une difficulté. Oui, pour le guide, je pourrais vous envoyer quelques diapos, je pourrais les rajouter effectivement par rapport à ça. Il est pas rédigé comme ça, c'est pas un guide rédigé comme ça, mais je pourrais vous envoyer des diapos là-dessus. Troisième étape, donc soutien à moyen terme, on reste disponible, on peut continuer à recevoir individuellement, soit des gens qu'on a déjà reçus, mais bon, très généralement, c'est une ou deux rencontres, hein, ça lance rarement des suivis individuels. Et puis parfois, c'est après l'intervention que les gens vont se sentir autorisés à venir nous voir. C'est pas rare. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé, et puis en fait, ils se voient pendant l'intervention aussi être très impactés émotionnellement et qui vont dire, bon, bah, du coup, ouais, je sens que j'en ai besoin, ok, allez, est-ce que je peux venir vous voir? C'est pas rare que ce soit comme ça. Et donc, la phase 3, entre guillemets, c'est une phase de retour à un fonctionnement opérationnel. Donc, on va s'assurer par une reprise de contact avec l'équipe que ce retour au fonctionnement se fait. Alors, il n'est pas forcément totalement effectif, hein, parfois il est en cours, mais qu'en tout cas, on est en train de retrouver un fonctionnement. Mais ce qui peut se passer, c'est que parce qu'il y a un risque de contagion suicidaire, parce qu'il y a une désorganisation institutionnelle, parce qu'il y a une vulnérabilité institutionnelle, il peut y avoir des événements qui vont venir se rajouter et qui vont refragiliser l'équipe. C'est pas rare qu'il y ait un deuxième suicide ou une tentative de suicide ou des difficultés entre les professionnels qui font que. Hein, c'est souvent des moments où les équipes, vous avez des départs, des problématiques latentes, des conflits latents vont exploser. Enfin,
il peut y avoir ça. Donc, cette phase optionnelle, voilà, soit parce qu'il y a eu plusieurs suicides, soit parce qu'il y a un impact toujours marqué, on va rester en soutien, soit on réintervient, soit on reste disponible. Enfin, voilà, ça peut prendre plein de formes. Soit on majore la possibilité de recevoir des personnes en individuel. Et surtout, il y a un point sur lequel on va travailler au plus long cours, c'est finalement que l'équipe, l'institution puisse se saisir de ce qui s'est passé autour de groupes de travail, d'ateliers. Alors après, sur la prévention du suicide, le stress professionnel, la notion de seconde victime, peu importe, hein, il n'y a rien de préconçu, mais en tout cas, les accompagner vers cette idée aussi d'une forme de résilience institutionnelle qui est que si on s'empare du problème, ce sera peut-être plus simple d'en faire quelque chose. Donc voilà. Alors cette phase, c'est assez rare qu'on la déclenche, mais ça arrive, je dirais, dans un cas sur 10, un cas sur 5, on déclenche cette phase-là souvent parce qu'il y a eu un deuxième événement indésirable grave, qui n'est pas forcément un suicide, mais bon, vu qu'on est en soutien, on reste là. Souvent, c'est des TS qui vont avoir lieu, voilà, notamment si on prend des milieux très à risque comme la prison ou des services d'adolescents, des choses comme ça. Voilà, très souvent, ça va être assez... Oups, pardon, ça allait un peu vite. Assez marqué de ce côté-là. Donc voilà, nous, ce qu'on fait au Centre de prévention du suicide de Lyon sur la prévention collective et l'accompagnement au sein des institutions et notamment des institutions de soins. Donc c'est un modèle qu'on est en train d'évaluer dans le cadre d'une étude, donc qui est en train un petit peu de s'améliorer au fil des interventions. On voit que c'est une pratique qui est un peu délicate, hein, sur laquelle il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais en tout cas, bon, on est relativement persuadé au fil du temps et aussi au fil de l'étude de sa pertinence. Les retours qu'on a sont plutôt en faveur de l'importance et de l'intérêt de ce type d'accompagnement, mais on a encore voilà, des points d'amélioration à avoir. Donc ça, c'est le côté sur les soignants. Maintenant, il y a le côté les familles, les personnes endeuillées par suicide. C'est un point très important. Donc c'est un autre champ sur lequel on a développé ici des travaux cliniques de recherche et de formation parce que, comme je disais, c'est un point très important. Et en France, on n'était pas très en avance sur ces questions, il faut le dire. Alors, si on reprend un peu les chiffres de tout à l'heure, hein, autour du hashtag Not6 et 235, les données, c'est que 4% de la population, une personne sur 25, qui vivra le suicide d'un membre de sa famille. C'est énorme, une personne sur 25. Ça veut dire que du moment où vous faites une formation, vous avez beaucoup de chance. Voilà, à chaque fois que je fais une intervention sur le deuil après suicide dans un DU, peu importe, qu'il y a au moins 25 personnes, je vois très rapidement qu'il y a une personne dans la salle qui semble très concernée par la question, alors avec parfois des réactions émotionnelles qui peuvent être plus ou moins importantes, hein, de tout type. Et à chaque fois, cette personne vient me voir à la fin en me disant ça me parle beaucoup ce que vous m'avez dit, alors le plus souvent en remerciant, en disant merci d'en parler, etc. Ça correspond. Parfois en étant dans d'autres positions, mais en tout cas, voilà, c'est une réalité. Donc, c'est aussi à avoir en tête hein, quand on fait de la formation à la prévention du suicide ou qu'on parle de suicide, que ça touche personnellement des gens et que du coup, il y a aussi une éthique à avoir dans le vocable, le langage qu'on utilise, la manière qu'on a de parler des choses, parce qu'il y a des choses dont des personnes à qui ça parle directement. Donc, attention aussi comment je veux dire ça, quand je parle de deuil après suicide, je suis très prudent sur le fait de ne pas dire ça se passe comme ça et c'est comme ça que ça se fait un deuil par suicide parce qu'il y a autant de manières de faire un deuil par suicide ou d'être impacté en tant que professionnel par un suicide. Et c'est important de bien prendre en compte toutes ces dimensions très individuelles finalement dans des phénomènes qui sont collectifs mais qui sont avant tout individuels, je l'ai dit dès le départ. Donc voyez, on retrouve la goutte d'eau que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si on fait des petits calculs, en France, on a à peu près 9000 décès par suicide, alors 8500, mais voilà. Si on prend 6 à 14, ça nous amène en moyenne à environ 100 000 personnes endeuillées par suicide chaque année en France. C'est énorme. Ça fait comme du monde, 100 000 personnes. Et il y a un défaut d'accès au dispositif d'aide et de soutien qui est majeur. C'est des gens qui ne vont pas beaucoup vers les soins, malheureusement, et qui restent souvent voilà, dans une sphère privée intime. Alors, le défaut d'accès aux soins, il dépend de plusieurs dimensions. Il dépend à la fois de la réalité du deuil après suicide qui peut tendre à isoler, qui peut tendre à avoir une méfiance parfois vis-à-vis de l'aide psy parce que le proche était suivi en psychiatrie, en psychologie, peu importe, ou par une institution, et ils n'ont rien fait, donc pourquoi est-ce qu'il arriverait à m'aider? Il peut y avoir la place de la culpabilité, c'est-à-dire on se sent tellement coupable après un suicide que je ne mérite pas d'être aidé, je ne mérite pas d'aller mieux, et ce sera mon fardeau à moi que d'aller mal toute ma vie. C'est des choses qu'on peut voir.
Mais au-delà du deuil, il y a une deuxième dimension qui est aussi le manque concret de dispositifs d'aide et de soutien pour les personnes endeuillées par suicide et pour les personnes endeuillées tout court. Hein. Ce que je disais tout à l'heure sur le deuil, c'est aussi que sur le plan de l'aide et du soutien, on est quand même assez en difficulté. Il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable, il faut le dire. Et heureusement qu'il y a les associations, parce que s'il n'y avait pas les associations, ça serait encore pire. Mais après, il y a la question d'accéder aux associations, il y a la question de trouver au sein des associations ce dont on a besoin. Voilà, c'est pas toujours évident. Et il y a autant de besoins que de personnes endeuillées. Et parfois, le milieu associatif correspond, parfois il suffit pas. Et donc, il faut qu'on travaille aussi sur l'accès à l'aide et au soutien. Je dis pas aux soins, hein. C'est important. Je veux pas pathologiser le deuil. Le deuil n'est pas une maladie, c'est important. Je leur dirais. Donc, je suis psychiatre, bien sûr que je suis spécialiste du deuil entre guillemets pathologique, mais tout deuil ne l'est pas, heureusement. Mais il n'empêche que le niveau d'évolution pathologique dans le deuil après suicide est tel qu'il y a un intérêt quand même à proposer des choses. Alors, il y a un point qui est central lorsqu'on parle du deuil après suicide, c'est est-ce que c'est un deuil comme les autres ou pas? Il y a deux manières de répondre, oui ou non, c'est l'avantage, mais surtout, ça dépend un peu d'où on parle. Quand on est spécialiste du deuil, on a tendance à dire non. C'est un deuil finalement qui n'est pas tellement différent, c'est juste une question quantitative, c'est-à-dire finalement la culpabilité, le stigma, enfin ce qui semble être les spécificités du deuil, les idées suicidaires, etc. On les retrouve dans tous les deuils. C'est juste qu'au lieu d'être à 10%, c'est à 20%, etc. Et puis, il y a la réalité des personnes endeuillées par suicide et des spécialistes de la suicidologie qui tendent à dire non, c'est pas un deuil comme les autres, il a quand même ses particularités. Et même cet aspect quantitatif, le fait qu'il soit plus élevé à tout égard, c'est-à-dire que tout est toujours plus élevé dans le deuil après suicide, il y a plus de conduite suicidaire, il y a plus de deuil pathologique, il y a plus de culpabilité, fait que rien que ça, ça lui fait une spécificité. C'est pareil, c'est comme tout, le débat est ouvert. Il a sans doute bien peu d'importance en réalité parce que, de toute façon, dire qu'il est comme les autres ou pas comme les autres, l'enjeu, c'est d'accompagner ces personnes. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis plutôt de ceux qui pensent quand même qu'il y a des spécificités et que du coup, il y a des besoins spécifiques et qu'il faut y répondre. Mais je ne suis pas non plus aveugle au fait qu'il ne s'agit pas de rien proposer à tous les autres types de deuil. Le deuil périnatal est un deuil particulièrement difficile, le deuil d'un enfant de manière générale. Enfin voilà, il ne s'agit pas de faire une hiérarchie de la douleur, ça n'aurait aucun sens. Simplement de dire qu'il y a peut-être des mécanismes spécifiques et des process d'accès à l'aide et au soutien qui peuvent être un peu différents et qui du coup peuvent trouver leur place dans des dispositifs qui vont être dédiés à ces personnes. Voilà. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir naviguer entre des moments où on a le sentiment d'être endeuillé, puis d'autres où on est endeuillé par suicide, et que c'est à l'intérieur de tout ça, peut-être que ça peut se faire. En tout cas, le deuil après suicide, ça fait beaucoup de choses, et en premier lieu, ça fait de la culpabilité. C'est quand même vraiment le point central, important du deuil après suicide, c'est la culpabilité, le sentiment qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait, mais que dans tous les cas, on a loupé quelque chose, on n'a pas su voir la souffrance de son proche, on n'a pas su être là au bon moment. Et donc, ça va être des scénarios permanents qui peuvent durer un certain temps de qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. Et avec l'image que je donne toujours de la culpabilité, moi j'ai toujours la culpabilité, c'est comme une marée noire qui arrive sur une plage en Bretagne. Il y en a de partout, sur les pierres, sur les mouettes, sur le sable, sur les algues. Et il faut y aller à la petite cuillère, progressivement, pour enlever une à une les traces de cette culpabilité qui va venir tout infiltrer et qui va faire dire aux personnes qu'elles ont de tout temps toujours mal fait depuis le début. Donc ça va être on n'aurait pas dû le mettre en maternelle à tel endroit, on n'aurait pas dû le laisser faire telle activité, mais plutôt telle autre. Je n'aurais pas dû insister pour tel truc, j'aurais pas dû lui dire ça. Bon, voilà, c'est la réalité et il faut travailler là-dessus, on y reviendra. Le deuxième point, et ça va avec la culpabilité, c'est les ruminations en boucle. C'est-à-dire que il s'est passé un drame, il s'est passé une tragédie, et on revient là-dessus sur ce qu'on aurait dû faire, pas faire, ce qu'il faudrait faire, etc. Et c'est un point central aussi de la suite, c'est que ça ne s'arrête jamais. Le terme qu'utilisent les endeuillés, c'est on a pris perpétuité. Et dans cette perpétuité, il y a la notion de temps, c'est-à-dire on en a pour toute la vie, mais il y a aussi cette notion de perpétuité dans le sens où on est comme en train de tourner en boucle dans notre cellule, quoi. C'est-à-dire que finalement, on est à l'intérieur enfermé dans ce deuil et on tourne autour de ça sans pouvoir changer quoi que ce soit parce qu'au fond, tout ce qu'on voudrait, c'est que la personne revienne, quoi. Et ça serait revenir en arrière et changer le cours du temps, le cours des choses, et c'est pas possible. Et donc, on tourne en boucle autour de ça. Troisième point, c'est l'isolement. C'est une tendance alors qui va avoir deux facettes. C'est à la fois l'isolement par le deuil parce qu'on n'a plus le goût, l'envie de quoi que ce soit. On n'a plus envie de partager. On perd le sens de soi et le sens des autres et puis même le sens du monde. Et puis isolement parce que les autres autour de nous savent pas trop comment faire. C'est-à-dire qu'au début, ils sont là et puis au bout de 6 mois, 1 an, quand vous êtes toujours un peu dans votre culpabilité, vos ruminations,
ils savent plus quoi vous dire. Hein. C'est une patiente qui me disait, moi, quand j'appelle ma mère, elle me dit, mais écoute, je sais plus quoi te dire, moi. Ça fait 1 an et demi, maintenant, je sais plus quoi te dire. Tu me dis toujours les mêmes choses, je te dis toujours les mêmes choses, on tourne en boucle. Elle le disait pas méchamment, hein, cette maman, à sa fille, mais c'était une réalité de je sais plus quoi faire. C'est aussi des idées suicidaires. Ça, c'est quasiment inévitable dans le deuil après suicide que ça fasse se poser la question. Ça fasse se poser la question du pourquoi pas moi. Au fond, s'il l'a fait, si elle l'a fait, pourquoi est-ce que je le ferais pas aussi? Et donc, ça s'appelle la suggestion du suicide. Hein, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et qui se ferme jamais vraiment. Et puis, cette porte, elle s'ouvre aussi au bout d'un moment parce qu'il y a la culpabilité et la rumination. Comme ça s'arrête jamais, il y a l'idée de se dire, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai des patients qui comptent le nombre d'années qu'il leur reste à vivre. Un monsieur qui a perdu sa femme, il a 60 ans, là. Il compte, il dit, bon, ouais, ben, en moyenne, il me reste 25 ans. Bon, bah voilà, je vais voir, bon, les 10 prochaines années, je vais réussir à faire ça. Vous voyez, le temps prend une autre forme et du coup, la question du suicide arrive. Alors, il peut y avoir des symptômes post-traumatiques, bien sûr, lorsqu'on a retrouvé son proche, ou pas d'ailleurs, hein, le fait de l'avoir retrouvé ou pas, mais ça, c'est une réalité qu'il faut aller rechercher. Il peut y avoir aussi, très clairement, ce sentiment de vide, hein, de manque qui est central. Alors, pardon, parce que je vois même plus ce qui a marqué, excusez-moi, bon, je vais tous les mettre, parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup. C'est beaucoup d'émotions, la colère, la honte, l'auto-accusation, c'est beaucoup d'anxiété, ça peut être de la dépression, de la confusion. C'est la question du stigma, hein, le sentiment d'avoir un post-it collé sur le front qui dit finalement endeuillé par suicide. Famille du suicidé, hein, c'est une dame qui me disait ça, elle me disait, quand je vais à la boulangerie, j'ai l'impression voilà, quoi, que tout le monde se dit, ah, c'est la femme du suicidé. Alors, dans ce stigma, il y a autant de stigma que d'auto-stigma. Hein, parfois, on ne sait plus bien si c'est finalement les autres autour qui vont avoir tendance un peu à, entre guillemets, pointer du doigt, pas physiquement, mais par leurs attitudes, ou si c'est aussi les personnes qui se sentent à l'écart. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec les personnes endeuillées. Moi, plus j'avance là-dedans, plus je me dis, on devrait être formé à l'école, c'est pas possible, sur comment parler du deuil, comment parler d'une personne endeuillée, en fait, parce que, encore une fois, l'énergie qu'on met à ne pas parler des gens, à ne pas faire vivre les morts, hein, parce que c'est ça dont il s'agit, concourt aussi au sentiment d'isolement et de stigmatisation des personnes endeuillées par suicide. Et donc, il va entraîner de l'évitement, hein, aller faire les courses, aller au repas de famille, ça devient vraiment un enfer parfois, ou en tout cas une difficulté très, très forte. La réalité quand même, c'est qu'il ne faut pas trop s'isoler dans le deuil, parce que c'est l'un des facteurs principaux de résilience, peu importe le terme qu'on utilise, c'est quand même d'être entouré. Hein, c'est le soutien social, c'est de ne pas faire son deuil tout seul, parce qu'en fait, finalement, ce que je disais tout à l'heure en introduction sur la nécessité de faire corps autour du deuil, c'est aussi d'accompagner le deuil pour que les gens ne se retrouvent pas à faire leur deuil tout seuls, parce que c'est là où c'est le plus compliqué. Quand vous voyez personne, quand vous n'avez pas la possibilité de partager des souvenirs de la personne décédée, de partager des émotions, de partager des ressentis, des vécus, là, vous allez tourner en boucle, vous allez majorer les ruminations, la culpabilité, etc. Alors, justement, si on revient sur cette question, est-ce que c'est un deuil comme les autres ou pas? Quelles sont les particularités au milieu de tout ça? La principale, c'est le niveau de culpabilité. Alors, la culpabilité n'est pas spécifique au deuil après suicide, hein. Il y a la culpabilité dans tout deuil. Il peut y avoir l'auto-accusation, hein, même quand sa grand-mère de 95 ans décède, on va se dire, j'y suis quand même pas allé assez, j'ai pas profité d'elle au cours de toutes ces années, etc. Mais bon, ça va quand même pas prendre le niveau que ça prend quand on retrouve son fils de 18 ans pendu dans le garage. Donc, première particularité, c'est le niveau de culpabilité qui est énorme et qui peut durer quasiment pour toujours. Hein. Il y a des personnes, même 20 ans après, qui vous disent, mais je me sens toujours coupable, c'est juste moins fort. Deuxième point, c'est le niveau de perte de sens et de questionnement répété. Hein. Le suicide, ça pose quand même des questions sur la vie, la mort, le sens des choses, sur, au fond, mais voilà, je donnais l'exemple d'un fils qui se suicide à 18 ans, vous avez des enfants qui se suicident le jour de leurs 18 ans. Pour des parents, il y a quand même la question de se dire, mais du coup, on a servi à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on l'a amené, on l'a fait grandir pour qu'il n'ait pas envie de devenir adulte au final. On a failli à notre mission. Voilà, donc bon, c'est l'exemple le plus peut-être extrême de cette question-là, mais en tout cas, la perte de sens, elle est centrale. Le niveau de stigma social et de honte est quand même très fort. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, une des particularités de l'IAPRIS. Il y a quand même un niveau de tabou qui est très, très élevé. Les personnes endeuillées le disent. C'est quand même plus simple. Alors, c'est pas simple de perdre un proche dans un accident de voiture, hein, c'est pas du tout mon propos, mais c'est quand même plus simple de dire il est mort dans un accident de voiture que de dire il s'est suicidé. Et il y a quand même pas mal de familles où finalement on se met d'accord sur le fait qu'on va pas dire ça et qu'on va dire il est décédé et que si on nous pose des questions, soit on éludera, soit on trouvera une réponse, mais pour pas dire suicide. Qui, à mon sens, n'est pas forcément une bonne idée,
parce que ça renforce le tabou et ça renforce un risque très fort de secret familial, qui est une très mauvaise chose, mais en tout cas, il y a cette réalité-là. Autre spécificité, pareil, qui n'est pas complètement spécifique, mais c'est l'impact sur le fonctionnement familial avec le risque dans tous les cas, ce qu'on appelle la dissension d'adaptation, c'est-à-dire des formes différentes de deuil. Ça, c'est un point très, très important au sein des familles. Chacun fait son deuil à sa manière. Ça paraît évident dit comme ça. Sauf qu'il peut y avoir de telles différences dans la manière de faire le deuil, en termes d'émotions exprimées, en termes de besoin de parler du défunt, en termes de besoin de commémorer sa mémoire ou pas, que ça peut faire de vraies dissensions qui peuvent aller jusqu'au conflit et qui peuvent aller jusqu'à des ruptures. Les couples, dans les suites du décès d'un enfant, tiennent rarement, pardon, c'est pas du tout rarement, c'est pas du tout mon expérience, il est pas rare, c'est ça que je veux dire, il est pas rare que les couples ne tiennent pas. En tout cas, de manière quasiment systématique, c'est difficile. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais dans le deuil après suicide, c'est encore plus fort parce que il y a de la culpabilité, potentiellement l'accusation de l'autre, c'est pas le plus fréquent, c'est pas ce que j'ai vu, mais il peut y avoir ça. Mais une culpabilité qui est telle qu'il y en a un qui peut se sentir très coupable, l'autre pas, et du coup, comment est-ce qu'on partage cette émotion vécue? C'est assez difficile. Et puis donc, il peut y avoir au niveau du fonctionnement familial tout un tas d'effets qu'on a appelés, on en a fait une étude, je vous ai pas mis la référence là, mais on a fait une étude sur l'impact du suicide sur la famille, où on a décrit en partie ce qu'on appelle la notion de climat familial qui va s'installer. Et donc, il y a différents climats, il peut y avoir plusieurs climats en même temps, mais il va y avoir un climat de peur, c'est-à-dire la peur qu'il se passe autre chose, c'est le drame qui s'invite dans le quotidien d'une famille. Donc, le drame, enfin la crainte qu'il y ait un autre drame, un autre décès, une autre mort violente, un autre suicide, etc. Ce qui en plus est un réel risque qu'il y ait un autre suicide, puisqu'on sait que les endeuillés par suicide ont 3 fois plus de risques de décéder par suicide. C'est le dernier point, et c'est une autre particularité du deuil, c'est que le risque suicidaire est bien plus élevé que dans tous les autres deuils. Ça, les études le montrent sans aucune ambivalence. Il y a un risque suicidaire dans tout deuil, mais d'autant plus dans le deuil après suicide. Donc, il peut y avoir un climat de peur, il peut y avoir un climat de conflit. L'exemple typique, c'est les belles filles dont le mari, le compagnon se suicide. Et notamment si on est dans une période de séparation, ce qui n'est pas rare. Et alors là, la belle famille, les beaux-parents vont considérer qu'elle est responsable et on va rentrer dans des niveaux de conflit très importants. Alors si vous rajoutez la question de petits-enfants au milieu que les beaux-parents veulent voir, etc., mais ils veulent voir leurs petits-enfants tout en insultant leur belle-fille, enfin ça fait des choses excessivement compliquées. Donc on peut avoir ça. Et puis il peut y avoir des climats de secret, c'est-à-dire en gros on ne parle plus de la personne, on ne dit pas qu'elle est décédée par suicide. Et ça c'est très mauvais, puisque bon, je pense que la plupart d'entre vous êtes soignants, vous savez quand on ne dit pas les choses au sein d'une famille, c'est jamais bon. Ça finit par ressortir, ça fait des non-dits et c'est pas souhaitable. Mais en tout cas, dans le deuil après suicide, c'est le secret de famille par excellence. Et il n'est pas rare que, même dans le cadre de suivi de personnes endeuillées par suicide, en fait, je découvre qu'il y a des morts quand même très suspectes par le passé, et que c'est parfois à l'occasion du suicide que les gens vont dire, mais en fait, je crois que mon père ou mon grand-père, on m'a toujours dit que c'était ça, mais je crois en fait que c'était un suicide. Et du coup, avec cette idée, mais si on me l'avait dit, j'aurais peut-être fait attention pour mon fils ou voilà, qui que ce soit dans la famille, ou ma fille, ou ma compagne, enfin peu importe, ou ma femme. Donc il y a quand même cette réalité-là voilà, aussi de climat de tabou et de silence qui sont très compliqués. Donc dans tous les cas, il y a un niveau d'émotion qui est très fort et qu'il faut pouvoir accompagner aussi au niveau familial. Et puis donc le deuil n'est pas une maladie, je le redis et je le répéterai autant qu'il faudra. Je suis psychiatre et je parle du deuil, mais je ne considère pas le deuil comme la grossesse, c'est pas une maladie, c'est important. Mais il n'empêche que le deuil après suicide entraîne 30 à 50% de complications pathologiques au sens médical, psychiatrique du terme. C'est quand même important, c'est plus que les autres deuils. Les autres deuils, souvent, c'est 10 à 30%. Alors, avec un continuum, plus on est sur des morts violentes et sur des morts inattendues, plus c'est important. Mais le deuil après suicide, entre guillemets, condense toutes les difficultés du deuil, le caractère inattendu, violent, soudain, etc., etc. Donc 25 à 45% de ce qu'on appelle deuil prolongé persistant, donc des gens qui après 1 an vont avoir encore des réactions de deuil comme si on était 2 semaines après le décès. Donc ça fait quand même beaucoup, ça veut dire un quart après de la moitié. Risque augmenté de dépression, de troubles anxieux, risque augmenté de conduite suicidaire, j'ai déjà dit, mais je le rappelle. 14 à 50% des personnes endeuillées par suicide vont avoir des conduites suicidaires, donc ça va de l'idée suicidaire au décès par suicide. Risque d'état de stress post-traumatique, 30 à 50, et aussi un point important, risque augmenté de troubles physiques, hypertension, diabète, douleurs chroniques. Il est vraiment très fréquent que les personnes endeuillées par suicide rencontrent aussi des difficultés sur le plan physique, et c'est vraiment un point qu'il faut suivre. Alors, et je vais essayer de finir là-dessus, parce que je vois que le temps file, ça fait un petit moment que je parle, pardon. La question du deuil 2.0,
c'est important parce que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure sur passer d'une société d'endeuillés à une société des personnes endeuillées, c'est en train de se passer sur Internet et les réseaux sociaux. En réalité, il y a des nouvelles formes de deuil, il y a des formes contemporaines du deuil qui sont en train de se passer. Et il y a deux manières de réagir face à ça. Il y a toujours deux manières de faire, en fait. Il y a plein d'autres manières, mais je caricature un peu. Mais il y a deux manières de dire. Soit on critique et on se dit c'est mal, c'est pas bien, c'est pas du vrai lien social, la vraie société, c'est en dehors des réseaux sociaux. Bon, et donc on évacue ça et on passe à côté du phénomène, à mon sens. Soit on se dit il se passe un truc. Les réseaux sociaux, Internet, c'est ni bien ni mal en soi. C'est ce qu'on en fait qui va le rendre bien ou mal. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans la société humaine, il y a un psychiatre qui avait écrit dans les années 40 que les bandes dessinées allaient pervertir la jeunesse et entraîner des meurtres de masse. Bon, bah voilà, c'était la BD, après ça a été la télé, puis les jeux vidéo, et puis maintenant c'est Internet. Bon, les outils ne sont que des outils, à mon sens, c'est ce qu'on en fait. Et donc la deuxième manière, c'est de se dire, bah, il se passe quelque chose, allons-y, allons voir ce qui se passe, allons comprendre, et allons voir est-ce qu'on peut intervenir là-dessus pour éviter justement peut-être des choses négatives. Et c'est un peu l'idée de l'étude Espoir, c'est de se dire, bah, il faut y aller. Alors, l'étude Espoir, comment elle est née? Elle est née de ce constat, justement. Donc, il y a des besoins en termes de deuil après suicide. Il faut qu'on structure au niveau national des outils d'accompagnement en articulation entre les soins, les associations, les personnes concernées, etc. Mais qu'avant qu'on arrive à faire ça, ça va prendre un moment. Il y en a pour 10, 15, 20 ans. Dans l'intervalle, il faut quand même qu'on propose quelque chose. Qu'est-ce qui est rapidement faisable? Qu'est-ce qui est facile d'accès? C'est quand même le digital. Donc, allons voir ce qui se passe et faisons ça. Donc, on a lancé une étude et on a fait un certain nombre de choses. Donc, on a fait une revue de la littérature. Hein, c'est la première chose qu'on fait en recherche. Qu'est-ce qu'on fait les autres? Et qu'est-ce qui se passe au niveau international? Parce que même si on aime se considérer comme très différent du reste du monde, les Français, on est relativement très différents. On n'est pas plus différents que les autres. Voilà, on est différents au même titre. Donc, on a nos spécificités, mais on a quand même des réalités qui sont communes. Et donc, ça vaut le coup de voir ce qui se passe chez les autres. Et puis, on a monté l'étude Espoir, j'y reviendrai, pour vraiment comprendre en France, pour le coup, ce qu'on pouvait faire. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette première phase, donc de revue systématique de la littérature et puis d'enquête en ligne auprès d'endeuillés par suicide français, plus de 400 réponses, c'est l'utilisation fréquente par les personnes endeuillées d'Internet. 3/4 des personnes endeuillées par suicide utilisent Internet pour leur deuil et 2/3 utilisent les réseaux sociaux. Donc, ça se passe, ça a lieu, il y a des échanges, il y a des besoins, il y a des attentes par rapport à ça. Allons-y. C'était le premier constat. Deuxième point, finalement, et qui va avec le dernier point, ces ressources numériques, elles ont tendance à favoriser l'accès pour des personnes habituellement éloignées des dispositifs d'aide et de soutien. Des personnes plus jeunes, plus précaires, des hommes qui ne sont pas forcément les personnes qui vont vers l'aide et le soutien. Donc, c'est pas que négatif, ça permet peut-être à des gens qui, de toute façon, n'iraient pas. Et en réalité, en plus, c'est complémentaire. C'est-à-dire que plus on va vers le numérique, plus on va vers, entre guillemets, le présentiel. Parce que quand vous allez sur un réseau social, quand vous allez sur Facebook, dans un forum de personnes endeuillées par suicide, vous allez recevoir des conseils, des échanges. Les gens vont vous dire, mais écoute, moi, je vais voir un psy, un psychologue, un psychiatre, ça me fait du bien, tu devrais essayer. Ah bon, mais t'es sûr? Parce que moi, quand même, les psys, j'aime pas ça. Et puis, mon frère, mon fils, ma femme étaient suivis, ils ont rien fait. Non, mais je te jure, moi, j'en ai un bien, etc. Donc, vous voyez, il va y avoir un peu ça. Et donc, en termes de bénéfices perçus, le premier point, c'est accès 24/24. Et ça, c'est important. Donc, on a lancé Espoir avec, j'y reviendrai, un chat différé où les gens peuvent nous poser des questions. Et on s'est rendu compte que sur les 15 premiers jours, 3 premières semaines, les questions, elles tombent la nuit. Les gens nous écrivent la nuit. Alors, la nuit, essayez de contacter votre psychiatre, il ne vous répondra pas, c'est normal. Et donc, c'est dans ces moments-là, parfois, que se posent les questions. Et c'est parfois à 3 heures du matin qu'on a besoin de pouvoir discuter. Alors, on ne répond pas à 3 heures du matin, mais au moins, la question trouvera réponse dans les suites de cette question. C'est des espaces de non-jugement, puisqu'on est entre personnes endeuillées par suicide, il y a une forme de protection qui se fait, et c'est un lieu de partage d'expérience. Je reviendrai sur cette notion centrale. Alors, sur les ressources numériques, il existe ce qu'on appelle les mémoriaux. Les mémoriaux, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de cimetières numériques qui ont fleuri à partir des années 2005-2010. Ça semblerait être plus délétère, mais il y a un manque de travaux très important sur ces questions-là, parce qu'en fait, l'intérêt d'un cimetière, d'un vrai cimetière, c'est qu'il y a des saisons. Que quand on y va, on rencontre des gens, puis des fois ils y sont pas, puis des fois il y a des oiseaux, des fois il y en a pas, des fois c'est l'hiver, des fois c'est l'été. Il y a quelque chose de mouvant autour du cimetière, du vrai cimetière, enfin, en tout cas peu importe, enfin, des lieux comme ça de recueillement. Le cimetière numérique, il est très figé en fait, c'est-à-dire que les choses sont toujours les mêmes. Et puis sur le cimetière numérique, des fois, vous pouvez voir combien de personnes ont consulté
la mémoire de votre proche, est-ce qu'il y a eu des likes ou des choses comme ça, etc. Et parfois, on se rend compte que progressivement, il n'y a plus rien et que du coup, son proche est en train d'être oublié. Donc, parfois, ça favorise les ruminations, etc. Mais on a besoin davantage de travaux sur cette question des mémoriaux parce que très clairement, on manque encore beaucoup de données précises. Bon, toujours est-il qu'il y a un intérêt à aller vers les ressources numériques et à aider les personnes. Alors, pardon, c'est en anglais, mais il y avait 4 grands types de besoins qui ressortaient. Premier besoin, trouver de l'information sur le suicide et le deuil après suicide. Plus de 2 tiers des personnes allaient sur Internet et les réseaux sociaux pour cela. Et c'est important parce que ça veut dire qu'il y a besoin de trouver de l'information. Et dans cette question de culpabilité et de rumination, il y a besoin de connaître le suicide. J'ai beaucoup de patients endeuillés par suicide qui sont devenus des spécialistes de l'épidémiologie du suicide. Ils connaissent tous les chiffres, ils savent tout, ils ont tout lu, ils ont tout regardé parce qu'ils ont besoin de comprendre et c'est naturel. Donc, il faut qu'on réponde à ce besoin-là. Deuxième besoin qui ressortait très fortement, c'est accéder à d'autres personnes endeuillées par suicide, des témoignages, des lieux, etc. Donc, il faut qu'on réponde à ça. Troisième point, mais vous voyez qu'il est quand même plus faible, 1 tiers, porter la mémoire de son proche, hein, faire mémoire, faire souvenir. Et très faible, alors pardon, je ne vous ai pas dit, excusez-moi. Il y a 2 colonnes. Il y a la colonne des utilisations, l'utilisation, use, et la question des attentes, expectations. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre l'utilisation et les attentes. Hein. Utilisation, donc beaucoup trouver de l'information et accéder à d'autres personnes endeuillées par suicide. 1 tiers qui utilise pour le côté mémorial et 3% pour rechercher un lieu d'accompagnement. Un counseling, c'est l'accompagnement au sens large, donc ça va du suivi psychiatrique psychologique à l'accompagnement par une association, etc. Donc ça, c'est dans l'utilisation. Donc il y a vraiment des patterns très différents. Quand on prend les attentes, c'est un peu plus resserré, mais on retrouve quand même le doublé de tête, c'est-à-dire chercher l'information, accéder à des pairs par suite, mais on voit que rechercher un lieu pour être soutenu passe de 3% à près de 60%. Donc, c'est un besoin qui, en fait, n'est pas comblé aujourd'hui par les ressources numériques. Donc, c'était intéressant parce que ça venait dire il faut qu'on réponde à ce besoin-là au moins. Et l'information par suicide, on peut peut-être apporter un certain nombre de points. Et mémorial, on n'a pas forcément retenu, nous, cette fonction pour nous sur Espoir parce que ça nous semblait un peu délicat au regard des données qu'on avait. Alors surtout, ce qui est important, et c'est ça qui est au cœur d'Espoir, c'est la notion de communauté d'expérience. Alors cette notion de communauté d'expérience, c'est pas nous qui l'avons créée, elle vient de cette dame dont je ne prononcerai pas le nom, qui est une chercheuse hollandaise, sociologue et anthropologue, qui n'a pas du tout travaillé sur la question du deuil, qui a travaillé sur la question des jeunes de banlieue en France, et qui a utilisé le terme de communauté d'expérience comme articulation d'un sentiment d'appartenance et d'une structure sociale issue d'expériences communes au sein d'un contexte spécifique et qui est différente des identités préconstruites ou naturelles. Alors pourquoi ça nous a parlé? Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui marche quand même très bien dans le deuil après suicide, c'est le soutien par les pairs, le soutien par les personnes endeuillées par suicide, par d'autres personnes endeuillées par suicide, avec cette idée que les personnes ont vécu vivent une expérience très forte, au sens négatif du terme, mais qui va les relier. Qui va entraîner un sentiment d'appartenance chez des personnes qui ne se seraient sans doute jamais croisées avant, pour des raisons socio-économiques, pour des raisons de vie différentes, etc. Et donc, il y a des gens qui sont reliés par cette expérience commune du deuil après suicide qui va structurer leurs liens et qui va structurer l'expérience des uns et des autres. Et en fait, tout ce que disent les endeuillés par suicide, c'est que cette expérience du deuil après suicide, elle les transforme profondément. Alors, beaucoup négativement, mais pas que. Elle peut aussi avoir, entre guillemets, un impact positif au long terme, ce qu'on appelle la croissance post-traumatique ou la résilience, peu importe. Mais du coup, de cette expérience qui devient fondamentale dans l'expérience des personnes, si elle peut être partagée, ça va aider à ce qu'elle devienne une expérience plutôt positive que négative. Et donc, l'idée, c'est de dire plutôt que cette expérience fondamentale de rien en faire, de la garder pour soi, de ne pas réussir à la transformer, à la métaboliser, plein de termes qu'on peut utiliser, peu importe, le faire ensemble, ça va aider. Et en fait, si on y réfléchit, les ressources numériques, Internet, les réseaux sociaux, ça aide à faire des communautés d'expérience. Et en fait, on est tous dans des communautés d'expérience par les réseaux sociaux. Alors, tous, sauf si on n'est pas du tout sur Internet et les réseaux sociaux. Des communautés d'expérience qui peuvent être beaucoup moins fondamentales que le deuil après suicide. C'est juste qu'il y a un groupe, les parents de mon quartier, voilà, moi je suis dans un groupe, les parents de mon quartier, bon, voilà, c'est une communauté d'expérience et on s'échange, tiens, samedi, il y a ça pour les enfants, il y a tel truc, super intéressant, on peut, je vends des habits. Bon, c'est une communauté d'expérience, si vous voulez, qui n'a pas un impact émotionnel très fort. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir un impact plus fort. Et donc, on peut être dans plusieurs communautés d'expérience. Et c'est ça aussi qui est un point important, c'est que du coup, on peut
jongler avec des formes d'identité qui ne sont pas forcément des identités préconstruites ou naturelles. Alors, peut-être que ça peut être dangereux, hein, c'est souvent la crainte de dire, mais du coup, les jeunes, etc. Mais peut-être que ça peut être aussi une manière d'accepter qu'à l'intérieur de nous, il y a ces différentes identités. En plus, bon, c'est comme des identités virtuelles, donc sur lesquelles on peut revenir. C'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire que ce que disent les endeuillés par suite, par exemple, c'est qu'ils disent à la fois c'est fondamental et à la fois il y a des jours où on en a marre d'être endeuillé. On n'a pas envie d'être vu comme ça. Donc, on peut arrêter d'aller sur le forum pendant plusieurs semaines parce qu'on n'a pas envie d'être que ça. Et puis, il y a des moments où, au contraire, on va avoir besoin d'y aller beaucoup et ça peut fluctuer dans le temps. Donc, il y a aussi cette possibilité de rapport à sa propre identité en termes de communauté d'expérience qui est assez intéressante. Bon, si vous voulez, on pourra rediscuter de ce concept, mais il nous a semblé assez central. Et puis, il y a un autre point dans la communauté d'expérience, c'est la notion de plaidoyer. C'est-à-dire que du moment où on fait communauté d'expérience, on peut faire plaidoyer pour sa communauté. C'est-à-dire qu'on peut aller dire, mais attendez, nous, les endeuillés par suicide, on a des besoins, on a des attentes, on veut être entendu, on veut être reconnu, on veut avoir notre place, on veut que notre réalité soit comprise, entendue, respectée, etc. Et c'est aussi un des aspects de la plateforme Espoir, c'est de pouvoir favoriser ça. Hein, dans notre charte d'engagement, il y a l'engagement de poursuivre une forme de plaidoyer en faveur des personnes endeuillées par suicide pour que dans l'espace social, dans l'espace professionnel aussi, hein, elle puisse être reconnue et que cette expérience si particulière puisse trouver sa place. Par exemple, oui, voilà, se dire qu'il y a que 3 jours de congé pour le deuil. Bon, est-ce que peut-être il y a certains deuils pour lesquels on pourrait imaginer des choses un peu différentes? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de reconnaissance sociale, professionnelle, peu importe, ça peut prendre plein de formes, hein, j'ai pas d'idée préconçue, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça dépasse la question du deuil après suicide, hein, c'est plus large, mais ça rejoint aussi cette question initiale de si on donne pas de place au deuil, il faut bien que quelqu'un s'en empare et faire communauté d'expérience, c'est aussi ça. Et donc, c'est aussi faire communauté d'expérience autour de l'expérience des personnes concernées, des soignants, des associations. C'est-à-dire, finalement, on n'est aussi pas dans des frontières où il y a d'un côté les soignants qui accompagnent et de l'autre les personnes concernées. On est dans quelque chose, dans la postvention, qui est beaucoup plus participatif et collaboratif. Et c'est ça qui est au cœur de l'étude Espoir. Hein, et c'est comme ça qu'on a monté la plateforme. Vous avez un article que je vous mets là qui c'est tout en anglais, tout ça, hein, mais qui résume un peu l'étude. Alors, l'étude, déjà, c'est une collaboration hein, entre différentes institutions, des services de santé, des hôpitaux, un laboratoire de recherche, une entreprise dédiée au numérique en santé, voilà. Et puis, c'est un financement par le Centre hospitalier Vénatier et par l'Institut pour la recherche en santé publique qui voilà, ont financé l'étude et donc le montage, le développement. Donc, à l'intérieur de chacune de ces équipes, c'est beaucoup de gens. Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas que moi et c'est pour ça que je mets tous ces logos parce que c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé pour la plateforme. Et surtout, voilà, au-delà des professionnels impliqués à la base dans la réponse à l'appel à projet, c'est de nombreux participants et participantes, des personnes concernées, des associations, des professionnels de la postvention qui ont œuvré pour la création et le développement de la plateforme, puisque l'idée vraiment centrale, c'est que ce soit collaboratif et participatif. D'accord? Collaboratif, ça veut dire que l'ensemble des acteurs impliqués ont une place, et participatif, ça veut dire que les personnes concernées ont le rôle central, c'est ce qu'on appelle une recherche centrée sur l'usager. Parce que ce que je dis toujours, c'est que on aurait pu se mettre avec les collègues là qui étaient sur la diapo autour d'une table pendant un jour ou deux et on montait une plateforme. Et entre guillemets, en 3 mois, c'était fait et tout le monde était content. Mais le risque était grand qu'on passe à côté des besoins et des attentes. Donc, on a pris 18 mois, c'est beaucoup plus long, c'est sûr, mais du coup, on arrive à un produit fini qui est beaucoup plus proche des besoins et des attentes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive, mais c'est juste avoir en tête qu'il y a eu 3 grands moments, 3 grandes phases. La première phase, qui est la phase qu'on appelle de pertinence, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent de faire une ressource numérique pour les personnes endeuillées par suicide? Si les études montrent que 5% des personnes endeuillées par suicide vont sur les réseaux sociaux et Internet, si ça montre que c'est globalement négatif, que ça ne sert pas à grand-chose, si on nous dit non, on n'a pas ce besoin-là, ce n'est pas la peine d'aller le faire. Premier point. Deuxième point, OK, bon, ça semble pertinent au vu des données que je vous ai montrées tout à l'heure, mais comment est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut faire une application? Est-ce qu'il faut faire un site web? Est-ce qu'il faut faire un réseau social, etc. Donc, c'est tout ça qu'on allait chercher. Tout ça, ça nous a permis de créer un cahier des charges de la plateforme qu'on a donné à Interlude Santé et on a dit voilà ce qu'on veut. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si on leur dit ça, il faut une plateforme, tout le monde est content. Et là, on leur dit OK, vous faites une première maquette et à partir de là, de manière itérative, on va faire participer des personnes concernées, associations professionnelles, pour
à chaque étape, améliorer les choses. Donc, on a fait 15 ou 20 étapes dans la phase 2, donc la phase de design, pour améliorer progressivement la plateforme, avec toujours alors pour Interlude Santé, c'est des super collègues, mais ils n'avaient jamais eu cette expérience-là. Donc, ils me demandaient toujours, mais toi, comment tu vois les choses? Je dis, mais moi, je vois rien du tout. C'est pas moi qui vois. Moi, j'ai rien à voir. C'est les personnes concernées, les participants qui vont nous dire, il faut telle couleur, tel logo, tel contenu, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va construire les choses. Donc, il y a eu cette itération pendant près de 6 mois. On est arrivé à un produit quasiment fini et on va dans le cycle de rigueur ou le cycle d'évaluation, donc on a fini récemment, dans lequel on fait utiliser la plateforme par des personnes endeuillées par suite. Donc, on a fait utiliser par 30 personnes et ils nous ont refait des retours pour finir d'améliorer la plateforme et on a fini par avoir le produit fini, Espoir, qui répond aux besoins et aux attentes des personnes endeuillées par suicide. Donc, il répond aux besoins que j'ai évoqués tout à l'heure. Il propose de l'information validée sur les conduites suicidaires, la prévention du suicide et le deuil après suicide, de l'information qui va être mise à jour, etc. Il offre un espace d'accès à d'autres personnes endeuillées par suicide. Alors, pas directement, il n'y a pas de forum, mais il y a accès à des témoignages et on va donner des ressources près de chez les personnes où elles vont pouvoir rencontrer d'autres personnes endeuillées par suicide, parce qu'il y a des cafés deuil, parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a un groupe de parole, etc. Et on offre un espace d'accès à des professionnels de santé mentale de 2 manières, par un chat différé avec notre équipe. Donc, les personnes peuvent nous poser des questions et on répond dans les 48 à 72 heures jour ouvrable. Donc, ça permet d'avoir un lien direct sur des questions qui peuvent être de tout ordre. Je vis ça, est-ce que c'est normal? Je réagis comme ça, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas comment évoquer le sujet avec mes enfants, etc., etc. Mais aussi par une carte interactive sur laquelle on peut retrouver des professionnels près de chez soi. Et donc, on est en train de rentrer tous les professionnels intéressés sur la plateforme, psychiatres ou psychologues. Pour l'instant, on se cantonne aux personnes qui ont un numéro ADELI pour des raisons comment je vais dire ça, de s'assurer que si jamais il y a le moindre problème, les personnes sont comment dire ça, titulaires d'un titre qui leur permet de faire valoir l'accompagnement de personnes non départies. Alors, ça pose la question de gens qui sont psychothérapeutes, etc. C'est compliqué, mais malheureusement, il a fallu qu'on fixe un cap et c'est celui-là qu'on a fixé. Peut-être qu'on y reviendra, mais au moins pour les débuts, on fonctionne comme ça. Et point important d'espoir, c'est s'articuler avec le réseau existant. J'insiste toujours là-dessus. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, on n'est pas là pour venir remplacer qui que ce soit. On s'articule avec le réseau existant, on met en réseau, on met en connexion les personnes endeuillées et les besoins qu'elles peuvent avoir, qui sont de différents niveaux. Et donc, il y a pas mal d'associations ou de groupes de parole qui sont revenus vers nous en disant on a eu plein de demandes là depuis 2 semaines. Et très bien, enfin très bien, en tout cas à voir s'ils pourraient y répondre, mais c'est ça qu'on vise avec la plateforme. Donc, vous avez là comment je veux dire ça, l'adresse espoir-suicide.fr, donc plateforme accessible 24/24. Il y a déjà eu donc la première semaine, on a eu 1 millier de connexions, donc ça vient dire quand même que c'est quelque chose dont il y avait besoin et qui répond quand même à des attentes. On va voir un peu comment les choses évoluent. Il y a vraiment cette idée que la plateforme, elle reste collaborative, elle reste participative, donc on est toujours ouvert à des possibilités d'amélioration, de modification, etc., en fonction des besoins qu'il pourra y avoir dans le temps. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce rôle de plaidoyer. Donc, vous avez là quelques éléments visuels de la plateforme. Donc là, à gauche, la grande image, c'est la page principale d'Espoir, vous voyez, hein. Donc quelque chose d'assez épuré, d'assez simple, avec des couleurs relativement légères, plutôt vives, mais pas trop non plus, hein. Il ne faut pas non plus être dans quelque chose de faussement gai et naïf. À droite, vous voyez un peu plus précisément comment est-ce qu'on peut aller naviguer sur la plateforme. Et puis un exemple, par exemple, les témoignages en bas à droite. La photo est un peu ancienne, on a pour modifier les choses, mais peu importe. Je vous invite à aller directement sur la plateforme, hein, c'est le plus simple pour voir un peu comment elle fonctionne. Et puis, donc, cette possibilité de tomber sur du contenu, des questions qui ont déjà été posées, d'en poser de nouvelles, de nous les poser. Et en fait, avec le chat différé, l'idée, c'est quand une question nous est posée, si elle nous semble pertinente, les questions sont toujours pertinentes, mais en tout cas, la question qui nous a été posée, la réponse qu'on a faite semble pertinente au regard du contenu qu'il y avait, c'est-à-dire que ça répond à un contenu qui n'était peut-être pas présent. On la publie également pour que ça rajoute du contenu et qu'en gros, progressivement, quasiment toutes les questions qu'il peut y avoir aient trouvé réponse. Mais le nombre de questions potentielles est infini. Donc, à mon avis, avant qu'on arrive au bout de tout ça, on a encore un peu de temps. Donc, la plateforme, elle vient pas répondre à tout, hein, très clairement. Elle est là pour aider, accompagner, proposer une première aide, un premier soutien potentiel, mais surtout pour permettre aux personnes d'aller vers la suite de ce dont elles peuvent avoir besoin
sachant que ces besoins, ils peuvent être différents. Donc, quels outils pour accompagner la résilience? Je finirai là-dessus mon topo. Accompagner le deuil après suicide, le premier point, c'est qu'on sait que plus on est précoce, mieux c'est. Alors, c'est pas simple d'accueillir des personnes endeuillées par suicide il y a 2 ou 3 jours, c'est sûr, mais c'est nécessaire. On est en train de mettre en place, nous, une consultation dédiée au sein de l'Institut médico-légal qui va s'appeler Prémisse et qui aura pour vocation de recevoir les personnes le plus tôt possible avec cette idée que plus on est là tôt, plus on va pouvoir guider les personnes et éviter qu'elles partent dans un isolement et un éloignement de cette question. Donc, ça nécessite l'accompagnement du deuil après suicide, de travailler autour de la culpabilité, de l'auto-accusation, de favoriser alors la résilience, la croissance post-traumatique, encore une fois, peu importe, je crois que c'est des termes, c'est en tout cas favoriser cette idée que ça peut aller mieux, on n'a pas appelé espoir par hasard. Alors, espoir, ça veut dire endeuillé par suicide, plateforme, orientation, information, ressources, mais ça vient dire aussi quand même une idée centrale, c'est qu'il y a l'espoir de pouvoir aller mieux et que ce mieux, il est possible. Il va prendre du temps, qu'il y aura des étapes du deuil. Alors, dans les étapes du deuil, moi, je donne toujours l'image de vagues, c'est-à-dire vraiment des moments d'émotion qui peuvent monter. Voilà, parfois, la culpabilité peut redescendre et puis elle remonte à la faveur d'un événement de vie ou de nouvelles difficultés ou de dates anniversaires. Par exemple, il y a beaucoup de travaux. Je vais travailler là-dessus dans les mois qui viennent sur les dates anniversaires qui créent comme ça des remontées un petit peu d'émotions, de ressentis, voire d'idées suicidaires chez les personnes endeuillées, notamment endeuillées par suicide. Donc voilà, Kubler-Ross et les étapes du deuil, on est quand même sorti de ça très largement. On est vraiment dans une vision beaucoup plus dynamique et contextuelle des ressentis de deuil. Donc comment est-ce qu'on favorise un peu cette évolution? Travailler autour de la construction de sens. Je parlais de perte de sens liée à l'événement et la perte de sens liée à l'absence du défunt. Comment est-ce qu'on aide les personnes à retrouver quelque part le sens de la vie avec cette idée centrale que le rapport à soi, aux autres et au monde est modifié et qu'il faut travailler là-dessus. Donc, mais ça, c'est des aspects plutôt psychothérapeutiques. Bon, il y a bien sûr les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques, dans le cadre de pathologies qu'on va traiter forcément. Accompagner la réinscription sociale, donc l'impact du stigma social, l'entourage qui ne sait pas toujours comment réagir. Donc parfois, ça peut être aussi entraîner. Accompagner la famille, permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans ce cadre-là et d'avoir un accompagnement plus large. Difficulté à se situer dans le monde social, redéfinir son identité sociale. Alors, on ne peut pas le faire à la place des personnes, mais on peut les aider. On peut accompagner ce phénomène-là, qui est un phénomène qui va prendre du temps. On ne fait pas ça au bout de 3 mois, c'est au bout de plusieurs mois. Travailler sur l'estime de soi, redéfinition de l'identité, travailler l'espace social. Il y a une notion qui est assez présente, par exemple, dans le deuil, c'est la notion de double deuil. Double deuil, qu'est-ce que c'est? Il y a la personne qui est décédée, qui n'est plus là, et puis il y a toutes les personnes qui vont disparaître de votre champ, de votre espace social, de votre réseau social, parce qu'elles ne vont pas savoir comment réagir. Vous n'allez plus réussir à trouver la manière de faire lien, parce que vous n'allez plus faire communauté d'expérience. C'est-à-dire, quelque part, vous faisiez communauté familiale, amicale, peu importe, autour d'une identité qui était la vôtre. Et puis, cette nouvelle identité que vous avez d'endeuillé par suicide va faire que ces personnes ne vont pas réussir à se situer vis-à-vis de vous. Vous n'allez plus réussir à vous situer vis-à-vis d'elles. Et c'est quasiment systématique que les personnes endeuillées disent, oui, effectivement, j'avais cet ami et j'ai complètement perdu de vue. Mon frère, on se parle plus. Vous voyez. Donc, c'est cette notion de double deuil. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'elle est inévitable, elle n'a pas toujours lieu, mais elle est quand même suffisamment fréquente pour qu'on puisse l'accompagner, voire qu'on puisse en prévenir un peu les personnes endeuillées par suicide. Il peut y avoir un aspect pratique sur les démarches sociales, notamment au début, le lien avec les assurances, toutes les démarches qu'il peut y avoir, qui peuvent être très, très compliquées, les banques, etc., etc. Et c'est important aussi de prévenir les personnes endeuillées par suicide qu'il va y avoir cette réalité-là du deuil. Moi, je dis toujours, le deuil, c'est pas qu'une question métaphysique. C'est une question métaphysique, mais c'est aussi une question très concrète. Le deuil, c'est du quotidien, c'est du vécu, c'est dans le corps, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans les papiers qu'on signe, c'est dans les papiers qu'on reçoit, c'est dans le courrier qui arrive encore des mois après avec la personne décédée. Enfin voilà, il ne faut pas avoir qu'un aspect métaphysique dans le deuil, sinon on passe à côté de la réalité des endeuillés. Donc cette réinscription sociale dans la vie de tous les jours, elle est importante parce que c'est un enjeu, à mon sens, très fort du deuil. Et si on n'est pas présent là-dessus, ça ne marche pas. Alors, une manière, par exemple, aussi de favoriser la réinscription sociale au sens large, c'est de célébrer, fêter, je ne sais pas comment il faut dire, commémorer chaque année la journée internationale des personnes endeuillées par suicide, donc on appelle les Survivors of Suicide Loss en anglais. Et donc, c'est chaque année le dernier samedi avant Thanksgiving.
donc qui est un jour très important, notamment pour les Américains. Donc cette année, c'est le samedi 18 novembre, et donc chaque année, on essaye de marquer par une conférence, un colloque, un événement, de marquer ce jour pour dire aussi, ouvrons la parole sur le deuil après suicide. C'est une manière de redonner une place aux endeuillés par suicide et de donner la place à la question du deuil par suicide dans notre société. Accompagner les familles, hein, donc je l'ai dit, il y a un impact très fort sur les familles. Donc la désorganisation familiale, voire les conflits, les stratégies d'adaptation qui vont être différentes, comment est-ce qu'on les aide à travailler ensemble, avec cette idée centrale, selon moi, que il ne faut pas que la réaction de l'un ou l'une des membres de la famille prenne le pas sur les autres. Il faut respecter au maximum l'ensemble des réactions, tout en ayant bien en tête que parfois elles sont entre guillemets inconciliables, donc il faut les rendre conciliables. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a besoin d'aller au cimetière, l'autre qui ne veut pas y aller. Bon, bah, comment on fait pour que ça trouve sa place? Donc c'est pour ça que je dis que le deuil, c'est des questions très concrètes aussi, hein. Il y en a un qui veut voir les photos, il y en a un qui ne peut pas les voir. Bon, bah, on va peut-être pas mettre les photos au milieu du salon, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que celui qui a besoin de voir les photos puisse le faire sans que l'autre l'empêche et ne brûle toutes les photos? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est vraiment des questions parfois qu'ont les endeuillés, et c'est autour de ça parfois qu'on passe plusieurs consultations pour accompagner ces phénomènes-là. Des comportements d'accès au soutien qui vont être très différents, hein, donc des membres de la famille qui vont venir, d'autres qui vont pas venir, et ceux qui vont venir, qui vont vous dire, mais c'est pas nous qui avons le plus besoin, c'est l'autre qu'il faudrait voir. Donc, comment on va faire pour que progressivement, cet autre membre de la famille vienne, et on arrive à le faire le plus fréquemment, pas toujours, mais le plus fréquemment. Voilà, et puis on peut accueillir en famille, soutenir en famille, accompagner en famille. Donc, on fait des accompagnements individuels, des accompagnements familiaux, un peu des deux. Voilà, on adapte en fonction des besoins des uns et des autres. Et en termes de dispositifs de soutien, hein, qu'est-ce qui marche? Bon, bah, le suivi psychothérapeutique individuel, les prises en charge psychiatriques pour les deuils compliqués. Les groupes de personnes endeuillées par suicide marchent très bien. On en manque malheureusement, mais il y en a quand même beaucoup avec les associations. Les associations de soutien. Il commence à y avoir quelques travaux sur l'intérêt de la mindfulness, la thérapie pleine conscience, parce que ça permet justement de se décaler un peu des ruminations, des questions qui viennent en permanence, etc. Bon, ce qui compte de toute façon, c'est que c'est un ensemble de choses, hein. C'est un deuil tellement difficile que c'est pas une chose qui marche, c'est pas de faire de la mindfulness, c'est pas que d'aller à un groupe d'endeuillés qui peut marcher, c'est souvent la conjonction de plusieurs types de suivi, alors soit conjonction en même temps, soit dans le temps, mais qui va permettre d'aider les personnes. Donc, en termes de perspective, et je m'arrêterai là-dessus, il y a un enjeu de formation, hein, c'est la prochaine étape de la postvention, à mon sens, c'est de former et d'informer à grande échelle les professionnels, donc par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, à l'expérience du suicide, hein, on a vu que c'était un facteur qui diminuait l'impact négatif, donc il faut les former au fait qu'ils vont potentiellement vivre ça, et les former à l'accompagnement des personnes endeuillées par suicide, parce que je pense que tout ça, c'est un continuum, hein, la postvention, tout va ensemble. Si on est plus formé à l'éventualité du suicide, si on est plus formé à l'accompagnement des familles, et de fait, on va être aussi plus en capacité de prévenir les choses. Et l'idée de la postvention, c'est qu'en faisant tout ça, on va aussi prévenir le risque suicidaire, puisque ça veut dire qu'on va ouvrir la question de, pour pas en arriver là, il faut faire de la prévention, et qu'on va favoriser la prévention du suicide. Et puis les outils numériques, ils ne seront pas les seuls outils, bien sûr, hein, vous l'avez vu, il y a des questions psychothérapeutiques, il faut que les gens rencontrent, on est des humains. Ce qu'on dit d'espoir, on appelle ça une communauté numérique et humaine d'expérience. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'elle est numérique, mais elle n'est pas que numérique. Derrière le numérique, il y a des hommes, des humains, des hommes et des femmes. S'il n'y a pas d'humain derrière le numérique, il n'y a pas de numérique. ChatGPT pourra faire des choses tout seul, mais à un moment donné, il n'y aura pas très loin. Donc voilà, les outils numériques ne sont pas forcément négatifs, à mon sens, si on les utilise correctement et si en tant que soignant et que professionnel, on y est présent et qu'on tend à éviter des dérives. Je préfère que les gens tombent ou viennent sur Espoir plutôt qu'ils soient récupérés par des gourous, des sectes ou des choses comme ça qui, eux, sont sur les réseaux sociaux et ne vont pas se gêner pour accaparer comme ça les personnes, leur proposer, leur faire miroiter toutes sortes de choses pour retrouver leurs proches défunts, pour aller mieux, leur faire payer très cher toutes sortes de stages en tout genre. Et il y a une telle détresse et un tel besoin que les personnes sont à risque d'y aller. Donc, autant qu'il puisse y avoir des outils dédiés. Dans le cadre du deuil, c'est évident, mais sans doute dans d'autres cadres. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais j'espère que c'était intéressant. Ah ben, c'était beaucoup, c'est vrai, mais c'était pas trop. Ok. Vraiment, non, merci beaucoup. Merci mille fois. Je vais normalement, voilà, en présentiel, il y aurait des applaudissements, donc je m'en charge pour tout le monde. Et Merci. merci vraiment parce que l'exercice est pas facile. Il y avait en plus personne qui réagissait en face. À un moment donné, j'ai failli rebrancher la caméra pour faire le petit chien comme ça sur la plage arrière pour encourager ou sourire au moment où il fallait, parce que c'est vrai que sans le retour social habituel, moi je sais que c'est difficile de parler face à un écran.
Il y a une question dans le question-réponse, mais avant de la prendre, oui, peut-être. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est vrai que c'était très complet. On a abordé beaucoup de points. Très complet, mais on se sent bien rodé aussi, hein, bravo. Voilà, on parlait des circonstances exceptionnelles qui font que vous n'avez pas pu venir jusqu'à nous. Je vais en rajouter une. Moi, c'était, et pour vous féliciter, j'ai donc vu que vous aviez passé votre doctorat de philosophie la semaine dernière. Donc, Je l'ai pas bravo. dit, je peux le dire maintenant, ouais, je suis docteur en philosophie. Il faut le temps que Faut le temps de s'habituer. Ben, je m'en ouais, c'est ça, il charge. faut le temps que je m'habitue à cette nouvelle identité, à cette nouvelle communauté d'expérience. Mais oui, effectivement, ouais, il y a cet Ouais, aspect. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, moi, le type de recherche que je développe, c'est de la recherche intégrative entre ouais. sciences sociales et sciences et santé publique, on va dire, et puis entre recherche qualitative et quantitative, parce qu'on est sur des phénomènes complexes qu'on peut appréhender que de manière très pluridisciplinaire et collaborative, quoi. Seul parler sur le deuil, on va vite passer à côté de plein de réalités, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Et puis, vous avez ouvert une piste tout à l'heure qui était intéressante et qu'on avait un peu ouverte aussi avec Magali Molinier l'an dernier. Ça a été notre première intervenante du cycle 2022 sur la question du deuil et de notre relation à nos morts. Sachant qu'en plus, en janvier 2022, on était vraiment en aigu de post-Covid, avec plein de questions justement de comment on avait re-ritualisé ou réinventé des rituels autour du deuil, et que les outils numériques ont tout à coup pris une place là-dedans, alors que jusque-là, c'est vrai, ils en avaient beaucoup moins. Et puis aussi donc la question des institutions et justement une des questions qui était soulevée concernait les EHPAD. Je vais la lire. C'est comment gérer cette notion de responsabilité, parce qu'on était sur la responsabilité au moment où elle a été soulevée en EHPAD, puisque l'institution doit aussi se défendre en expliquant ce qui a été mis en place, ce qui a été repéré ou non par les équipes, face aux accusations des familles. Parce que le placement en EHPAD est aussi pour protéger un proche. Et le cas, par exemple, d'un résident à haut risque suicidaire qui avait été placé en EHPAD pour ne pas qu'il soit seul chez lui, avec antécédent de tentative de suicide, et que c'est forcément compliqué à gérer pour les équipes. Qu'est-ce qu'on peut euh, sentir? ouais, alors ouais, il me semble qu'il y a différentes choses dans cette question. Parce que, alors, effectivement, la question de comment je vais dire ça, de la colère des familles ou des attaques potentielles des familles qu'il peut y avoir, hein, si j'ai bien compris cette partie-là, c'est sûr que c'est une vraie question. Alors, l'institution doit se défendre de ce qui a été mis en place, de ce qui a été repéré ou pas. Alors, ouais, comment répondre à ça? Il y a différents niveaux. Je pense qu'il ne faut pas être dans cette idée forcément de se défendre, dans le sens où on sait que malheureusement, l'institution est un lieu à risque de suicide. Je crois qu'il faut partir de cette réalité-là. Alors, on ne peut pas forcément le dire comme ça aux familles, hein. Je pense que dans ma réponse, il y aura deux niveaux. Il y a ce qu'on peut se dire pour nous-mêmes et ce qu'on peut avoir en tête comme cadre, et puis après, ce qu'on peut dire aux familles. Mais dans notre cadre à nous interne, il faut se dire, clairement, il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est-à-dire que du moment où on est dans l'institution avec des personnes à haut risque, le risque est là. L'EHPAD est un lieu de suicide. J'ai plus les chiffres comme ça, mais c'est un lieu où clairement il va y avoir des suicides. Donc, il ne s'agit pas forcément de défendre, à mon sens, à tout prix. C'est juste de se dire, on va faire le maximum pour que dans l'EHPAD où on est nous, ce risque-là soit le plus minime possible. Et même en étant le plus minime, il va exister. Donc ça, on ne pourra pas forcément le dire comme ça aux familles, mais on aura ce cadre-là. Du coup, je pense que déjà, ça peut un peu nous détendre face à la potentielle colère des familles, etc. Alors, effectivement, bon, après l'expérience, deuxième point, finalement, les familles ne sont pas tant en colère que ça, je trouve, dans mon expérience, par rapport à ce que ça pourrait être, que ce soit vis-à-vis des EHPAD ou de l'institution psychiatrique, voire de la prison. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, ça arrive, mais finalement, par rapport à ce qu'on imagine, ce qu'on imaginerait, ce n'est pas le plus fréquent. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une compréhension, à mon avis, de deux choses. Compréhension que leur proche était quand même à risque et que s'il était en EHPAD, en prison, etc., c'est quand même qu'il avait cumulé un certain nombre de difficultés. Et deuxième point, que les professionnels ont fait ce qu'ils ont pu et qu'ils ont quand même proposé une aide. Donc, même parfois, il y a des remerciements, hein, des familles. Donc après, il y a la question de comment rencontrer les familles dans ce cadre-là. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut les rencontrer. Je pense que c'est inévitable. Il ne faut pas les rencontrer seuls. Il faut les rencontrer à plusieurs, en ayant un peu préparé la rencontre, en se disant qu'il peut y avoir de la colère.
et que sans doute on va devoir en prendre une partie et qu'on va devoir aussi accepter cette colère, mais en partant pas de l'idée qu'il y aura forcément cette colère. Voilà, ça, finalement, des fois, elle n'y est pas, et que si elle y est, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il ne s'agit pas non plus de dire on a mal fait, tout est de notre faute, etc. Ça ne serait pas une position rassurante en plus pour les familles. Mais je pense qu'il faut être dans une position relativement souple qui montre qu'on n'est pas non plus dans une défense à tout prix. Par exemple, les endeuillés, ils viennent souvent me dire, quand je les rencontre la première fois et qu'il y avait un suivi psychiatrique, ils me disent bah, de toute façon, vous allez défendre vos collègues, je vous connais, voilà, vous allez faire corps, vous allez dire qu'ils n'ont rien fait. Je réponds, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas accuser facilement mes collègues parce que c'est facile de dire qu'ils ont mal fait. Mais je ne vais pas non plus les défendre à tout prix. S'il y a eu des choses qui ont été mal faites, je vous le dirai, ou en tout cas, voilà, je suis prêt à travailler là-dessus avec vous. C'est pas un problème, mais je pense il faut faire ça. Et je dirais aussi qu'il y a un dernier point dans la colère des familles, dans le cadre des EHPAD. Je pense que parfois la colère est une manière de traverser leur culpabilité. Je dis ça parce que une des dernières préventions collectives qu'on a eues en EHPAD, donc c'était le cas d'un monsieur qui s'est défenestré, et donc sur la voie publique, donc c'est sorti dans les médias, dans notre média local, Le Progrès, et donc c'est sorti sur Internet. Et en fait, il y a eu une vague de commentaires qui disaient voilà, cette famille qui laisse son proche mourir en EHPAD, enfin bon, vous voyez, ce genre de trucs, ils l'ont délaissé, etc. Donc la famille était hyper mal, parce que du coup, en fait, ils se retrouvaient accusés d'avoir abandonné leurs proches et de l'avoir laissé mourir en EHPAD, quoi. Et donc, du coup, effectivement, il y avait une forme de colère, mais qui, en fait, était une manière de gérer cette culpabilité. Et ça s'est résolu, en fait, en travaillant collectivement, entre la famille et l'EHPAD autour de ça. En disant, mais non, vous n'avez pas abandonné votre proche et on n'est pas un lieu, nous, qui laissons mourir les gens et qui les laissons se suicider. Et c'est comme ça que les choses ont pu un peu se résoudre. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais en tout cas, voilà, je pense que la manière de gérer la responsabilité en EHPAD, c'est de se dire, ça risque d'arriver. On a fait le maximum pour pas que ça arrive. On a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Moi, c'est comme ça que je dis toujours. Et si on fait face à un cas et on fait face à peut-être la colère, etc., on saura comment répondre et on sera prêt à répondre à ça. Voilà. Ouais. Oui, puis c'est vrai que en institution, il y a aussi cette question de ce qui a pu être abordé sans forcément arriver à un consensus, mais c'est suite à un suicide en institution. Et c'est vrai que toutes les institutions sont pas aussi bien armées de ce côté-là. C'est vrai qu'on a cette représentation qu'en psychiatrie, on fait beaucoup de réunions, on boit beaucoup de café et on se parle beaucoup entre nous. C'est pas forcément toujours le cas, justement, à propos des suicides. Et moi, je trouve que c'était un enseignement assez marquant de l'étude dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors on se représente qu'en EHPAD, peut-être ce sera plus tabou comme sujet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais je pense que c'est très dépendant des établissements et des moments dans lesquels ça arrive. Mais c'est vrai qu'on a constaté ça. Alors après, c'est vrai qu'un commentaire que je vais faire au passage pour ceux qui connaissent le CPS Paris, c'est rien à voir avec le CPS de Lyon. On a un peu le même nom, mais on fait pas exactement les mêmes choses. Alors rien à voir. Non, parce que notre objet se ressemble, mais c'est vrai qu'on a des modes de fonctionnement très différents. Et c'est assez marrant parce qu'il y a aussi le CPS de Bruxelles chez qui j'étais allé parler post-vention. Et finalement, on est tous sur des chemins très similaires, mais avec des modes de réponse très différents. Et nous, par exemple, au CPS Paris, en post-vention, je vais le dire comme ça très tranquillement, on est nuls. On est nuls notamment parce qu'on n'a pas de moyens dédiés, on y réfléchit, on en parle avec nos collègues, on a suivi, bien sûr, les travaux qui pouvaient se faire, notamment au niveau du GEPS. Mais le problème, c'est d'arriver à convaincre une institution que c'est un travail absolument nécessaire et que souvent, parce que nous, ça va être notre cas, il va falloir qu'ils y mettent de l'énergie, voire éventuellement un peu des sous. Parce que c'est quand même un enjeu, ça aussi. Et c'est là tout à coup qu'on sent. Et c'est pas que la résistance ce soit les sous. Je pense que c'est l'idée on va consacrer beaucoup d'énergie à cette question-là, qui sans doute rencontre mais du coup on donne de l'importance à ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que les gens n'aient pas envie de donner de l'importance. Je pense juste que tout à coup ils le concrétisent. Et comme si ça allait faire crise institutionnelle, précisément parce qu'on fait venir des intervenants extérieurs et que c'est quand même quelque chose qui suppose un effort de notre part. Et je pense que c'est là qu'on a encore du boulot, nous, pour arriver à faire entendre ce que c'est et que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices, en fait, pour l'ensemble des institutions. On va bosser, mais j'ai des vies en plus grâce à vous. Non, puis une des difficultés de préparer, on parle de préparer à l'éventualité d'un suicide, c'est que pour une institution donnée, c'est rare. Ouais. En réalité, si on prend un EHPAD donné, ouais. Le prochain suicide sera peut-être dans 20 ans. C'est au sens large des EHPAD. Alors,
il y a des échelles à l'échelle d'un centre pénitentiaire ou d'un hôpital psychiatrique, il n'y aura pas besoin d'attendre 20 ans, ça se compte plutôt en semaines. Donc là, on sait que, mais si on dit dans les écoles, par exemple, dans une école donnée, je veux dire, il y a plein d'écoles où il n'y a pas eu de suicide, jamais, il y en aura sans doute jamais. C'est ça la difficulté du suicide, c'est que ça intervient. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on essaye d'avoir des échelles aussi qui nous permettent d'être au bon endroit pas pour travailler pour rien non plus. C'est-à-dire que si on passe 3 mois, une réunion par semaine avec un groupe scolaire, on va être content, mais concrètement, l'intérêt, il est très faible, quoi. Donc, c'est aussi comment, par rapport aux moyens humains et financiers, aussi comment on les. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Non, ouais, c'est une vraie gageure presque. Et alors, il y a justement une question sur la formation, parce que c'est tout ce dont on parlait aujourd'hui, enfin en tout cas les dispositifs concrets, on voyait, il y avait le 31-14, il y a la question, donc, le 31-14, vigilance, hein, il y a le docteur Lio Vaillon qui est intervenu en début de cycle aussi. Donc, il y a une stratégie globale de prévention du suicide en France depuis quelques années qui est pensée, concertée avec différentes manières de s'adresser en fait à cette politique de prévention. Et la plateforme Espoir en fait partie, hein, bien sûr. Et sur la formation, le CPS Paris a bien entendu voulu participer à ça. Donc, on a dans l'équipe plusieurs personnes qui sont formateurs dans le programme national de formation à la prévention du suicide, qui est sur 3 niveaux. Et donc, oui, on peut être sollicitable de ce côté-là, mais ce sera inscrit dans cette stratégie globale. Et c'est GEPS Formation, le site pour faire une recherche. Mais via GEPS Formation, vous pouvez contacter en fait. Donc c'est Amandine Martin-Gauthier qui va coordonner tout ça et demander en fait si vous avez au sein d'une institution un besoin de formation. Il y a des possibilités, donc c'est GEPS Formation. Alors là tout de suite, j'ai pas moyen mais je pourrais le rajouter au prochain mailing. Et d'ailleurs, oui, Edouard, vous êtes OK pour qu'on diffuse le diaporama parce que la question a Bien été sûr, posée. oui. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de copyright. Et puis de toute façon, il se retrouvera dans l'enregistrement vidéo qui sera sur la chaîne YouTube. Dernière chose, parce que ça a été posé comme question, mais je ne sais pas si tout le monde a vu la réponse. Si quelqu'un a besoin d'une attestation de présence, comme on n'a pas encore réussi à l'automatiser, mais on va y venir, envoyez un mail à séminaire@cpsparis.fr. Séminaire@cpsparis.fr, mais c'est de toute façon l'adresse qui vous a envoyé le lien pour vous connecter. Donc, vous pourrez. Mais faites-nous une demande juste d'attestation et ensuite on essaiera de faire un formulaire en ligne qui permettra pendant la visio de la faire. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, parce qu'il y avait des questions qui n'étaient pas des questions, mais des remerciements tout à fait mérités, bien entendu. Vous étiez quand même assez nombreux. J'ai vu qu'on avait fait des points à 90 participants, ce qui est quand même super. Pas d'autres questions? Alors, on va pouvoir libérer le Dr Lone et encore une fois le remercier parce que c'était vraiment, vraiment très riche. On aurait presque envie d'en refaire une. Voilà. Avec plaisir. Et puis j'espère une autre fois en vrai. Ouais, tout à fait. On espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Je suis vraiment encore une fois désolé de ne pas avoir pu venir, mais je pense que c'était plus. Oui, non, c'était sage de faire comme ça. C'était plus sage. Je pense que ça a été une prise de risque pas très. Voilà. Mais en tout cas, au plaisir de futures rencontres et échanges. Et encore merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté de participer. Et alors, pour moi aussi, c'était particulier parce que c'est la première fois que je suis tout seul dans la pièce. Ça me fait un drôle d'effet. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai une grande télé face à moi. J'étais tranquille. Bon, merci à tous. Merci encore, Edouard. Et puis, bonne fin de semaine. La prochaine session, j'ai déjà oublié qui c'est, quand c'est, mais je vais vous renvoyer à tous le programme de toute façon, donc on ne sera pas perdu.